Je voudrais particulièrement m'adresser en ce début de programme à deux des turiféraires du RDPC au pouvoir, mais davantage, on va le dire, deux des élites du Grand Sud, Jacques Famendongo, mais aussi Edgar Alain Mebengo. Voilà. On a aperçu ces deux, c'était samedi dernier, donc à l'arrivée du chef de l'État. On dit bien chef de l'État, président de la République. On n'a pas parlé du président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, d'où est venue l'idée de battre le pavé pour mobiliser et ameuter toute la batterie des militants et militantes, notamment ceux et celles de la région du Sud. Alors, Jacques Famendongo et Mebengo, autant vous le dire, si vous n'avez pas pu regarder cette image quelque peu triste à notre avis, était aux couleurs du RDPC à l'occasion du retour du président de la République qui, soit dit en passant, ne nous a pas dit, on ne nous a pas informé des raisons essentielles de son absence prolongée. Toujours est-il qu'on a transformé l'opération en une affaire de parti. Le parti au pouvoir qui a donc la possibilité de manifester et de faire ses marches et des motions de soutien, y compris hors des frontières du Cameroun, et les opposants qui n'ont pas ce droit-là. Mais passons. Autre incongruité relevée, toujours à l'arrivée de M. Paul Biya, c'était ce week-end à l'aéroport d'Insimalen, c'est que M. Ferdinand Ngongo, qui, comme vous le savez, est bien connu comme SGPR, secrétaire général des services de la présidence de la République, est apparu finalement comme la troisième personnalité de l'État, c'est-à-dire venant à la suite de Marcel Niat Difendi, de Kavaye Djibril, et puis, en l'absence de Ayan Luc et de M. Yan Philemon, c'était donc Ferdinand Ngongo. Voilà autant de choses qui nous font dire tout simplement qu'on est dans une république, dis-je, une pseudo-république qui ne se manifeste pas pour servir d'exemple à la face du monde. Bienvenue, mesdames, messieurs, le zénith de ce lundi 23 octobre est ébranlé. Bienvenue à vous, Charles Armel Bachou. Bonjour Sam Severango, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour spécial à Fon Sembinglo 1, une Fon de Banso qui a fait attendre le Premier ministre en lui demandant ceci, avec quoi êtes-vous venu, les blessés ou les morts? Si vous n'êtes venu avec personne, je ne vous reçois pas. Très bien. Donc vous êtes en quelque sorte en train de magnifier l'action de ce Fon. Hein. Je le salue. Voilà, il méritera bien ses salutations. Il faut rappeler que, parlant de cette crise anglophone, ça fait pratiquement un an. Il faut bien qu'on se le dise que tout est paralysé de ce côté-là. Les activités au plan économique, social et culturel ne fonctionnent pas. Donc c'est un pays coupé en deux, en trois aujourd'hui. On peut le dire, le Cameroun. Bienvenue, bonjour à vous, Megui, bon début de semaine. Merci Sam Séverin, bonjour et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez certainement vous demander alors de quoi est-ce qu'on parlera au cours de la revue de réseaux sociaux au vu du week-end qui a été riche en remous. Voilà, donc on va parler de beaucoup de choses, notamment le retour de M. Paul Biya. On va revenir sur le bilan de la journée de samedi, entre autres. Écoutez, restez juste scotchés. Voilà, la journée de samedi pour le cas de la ville de Douala, qui était pratiquement, on dira, en état de siège. Mbambok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, moi je salue le chef de l'État. Il n'était pas là il y a un an, lorsque les gens mouraient à Ezeka. Il n'était pas là un an après, c'est-à-dire que cette semaine, lorsqu'on célébrait, on commémorait encore le triste événement. Or, il a refusé pratiquement qu'on fasse le deuil des disparus d'Ezeka. Et au même moment, Kalaron nous apprend ce matin que le délégué général à la Sûreté nationale a été molesté dans son bureau par un gendarme pour problème de monnayage et concours de la police. Voilà où va le Cameroun. On vous disait que le ciel est obscurci et le chef de l'État ne veut rien faire pour éclaircir le ciel camerounais. Voilà, de plus en plus des hauts gradés qui sont pris à partie par des éléments relevant des hommes de troupes. Il faut bien se demander si on n'est pas dans une autre époque aujourd'hui. Vous l'avez dit donc, la célébration ou bien la commémoration des tristes événements, c'était samedi dernier et jusqu'ici, on n'a pas vu grand-chose finalement autour de ces morts, de ces nombreuses victimes, des familles qui restent endeuillées. Mais on annonce quand même, Bambok Bengan, ce début de semaine, le paiement, je crois, du milliard de francs que le président a dû décaisser en direction de ces populations. Oui, Sam, mais là, je pensais qu'un bon séminariste, un chef de l'État, il ne pouvait pas insulter les morts. Permettez l'expression, ça, c'est une injure aux morts, Sam. Pourquoi le montant n'est pas suffisant? Oui, effectivement. 1 milliard de francs. C'est pas suffisant d'un de deux. Qui est mort? Quels sont les gens qu'on doit indemniser? Il devrait d'abord nous amener à savoir
au moins ceux qui ont effectivement acheté les billets. On ne compte pas ceux qui ont acheté le billet à l'intérieur du train, mais au moins ceux qui ont acheté le billet. L'autre chose, quand on parle de Camrail, il y a Bolloré et l'État du Cameroun. Quels sont donc ces collaborateurs qui sont dans l'actionnariat de Camrail? Ils ne nous disent rien, Sam. C'est pour ça que ce milliard-là, j'ai dit, c'est une injure encore aux morts. Or, voilà, il y a de respect qu'on doit à nos morts. Et c'est un bon Boc qui parle, je dois le rappeler, en cette matière. Belle entrée en matière, donc on va finalement décoller avec l'histoire du jour qui, ce jour, portera encore une fois sur nos relations de couple. Et tenez-vous tranquille, on va aller évoquer un sujet qui concerne bien de nos femmes qui ont tendance de plus en plus à observer ce qu'on appelle le régime, histoire de perdre quelque peu des kilos. Bienvenue à vous, bonjour Tendance. Saint-Esprit, amen. Je prie pour mon pays, Sam. Bonjour Sam. Bonjour. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire à Ta Sylvie de rester calme. Je sais qu'elle nous regarde. Ta Sylvie, c'est une dame qui est venue à Equinox depuis 5 h du matin. Donc elle m'attendait. Quand je suis arrivée à 7 h, elle m'a dit, pardon, on parle de mes problèmes à la radio parce que je suis en difficulté. Quand tu la vois, Sam, elle est bien là, elle est bien potée, elle est belle. Ta Sylvie, calme-toi parce que les téléspectateurs sont là pour toi. Et quand je vis, ils doivent être là pour toi, pour la vie. Voilà. Voilà le vrai mot qui vient. Ta Sylvie me dit que Sam, où elle est là, elle est dépassée par le comportement de son mari. Elle dit, je vais faire comment? Pourquoi mon mari me frustre? Elle me dit, quand elle s'est mariée, elle pesait 85 kilos. Mais elle a 2 enfants. Mais l'accouchement a fait, elle a pris des kilos. Elle dit que c'est sang étouffé. Maintenant, elle est à plus de 120 kilos. Elle me dit qu'elle a 133 kilos. Oh. L'autre jour, monsieur arrive à la maison, voir comment elle est. Donc, chaque fois, elle n'a pas fait le sport. Il y a les jus de citron qu'elle boit aussi pour perdre le poids. Bref, elle a les trucs qu'elle boit pour perdre le poids. Mais sauf que son mari a porté tout ça versé. Et les jus de citron qu'elle pressait pour boire, il a versé. Tous les trucs qu'elle faisait le sport avec, le type a confisqué. Que je veux te voir comme tu es. Même si c'est les grammages, même les centimes, c'est les centimes qui diminuent sur ton corps. Tu vas me dire pourquoi tu as un peu perdu le poids. Tu as perdu le poids, donc reste tel que tu es. Ne donne pas l'occasion aux gens de dire n'importe quoi sur ton nom. On va dire que tu es chez moi, tu ne fais que perdre le poids. Donc avec ton gabarit là, c'est ça qui me plaît. Comme tu es potelé comme ça, c'est ça que je veux. Dans sa tête, elle dit qu'en prenant le poids, elle ne se sent pas en sécurité. Elle veut prendre sa... Donc elle va avoir sa ligne. Donc nous avons donc affaire plutôt à une femme qui veut perdre du poids. Elle veut perdre les kilos. Contre la vie de son mari. Oui, et son mari dit que tu te voilà. Tu ne peux pas être mon épouse. Tu ressembles à une fille de 25 ans. Mon épouse doit refléter son âge, refléter son mari. Quand je marche avec toi, on a senti une femme qui a un gabarit imposant. Donc, c'est de ça que c'est ce que son mari veut, mais elle veut perdre le poids. Monsieur dit nada. Tege veut dire non. Très bien. Charles Amel Bachou, comment décrypter l'attitude de cette dame, puisque on a plutôt affaire ici à un monsieur qui est un bon Africain, qui aime la femme, qui a toutes ses rondeurs, mais la femme, semble-t-il, voudrait plutôt emprunter les voies de l'occidentalisation en matière, finalement, de prise de poids. Je veux dire de diminution du poids. Merci de me retrouver, Sam Sévérin. Quand vous dites, vous employez la bonne expression occidentalisation, lorsqu'une femme engage une relation avec un homme, ou lorsqu'une femme a reçu l'autorisation, il faut le préciser comme ça, reconnue par les autorités, la première chose qu'on souhaiterait voir, c'est son embonpoint. Est-ce qu'elle est dans un embonpoint? Le bon point, c'est-à-dire sur le plan physique, est-ce qu'elle est joviale, est-ce qu'elle est heureuse, est-ce qu'elle a pris un peu de volume, est-ce qu'il y a des changements, c'est même pas trop de poids, est-ce qu'il y a des changements par rapport à sa précédente phase lorsqu'elle était seule, puisque vous allez vous rendre compte que même l'homme, lorsqu'il vit avec une femme, prend des propensions parce qu'il y a des choses. Il va manger tous les jours, il y a une certaine stabilité, il ne fait plus n'importe quoi, une légère sédentarité commence à s'imposer. Ouais. L'homme change volontairement. Même quand vous voyez quelqu'un qui a démarré un nouvel emploi, vous allez vous rendre compte, 6, 7, 1 an après, il commence à prendre de poids. Ça, c'est quelque chose de naturel, peut-être après pour revenir. Donc dire aujourd'hui qu'elle se lève pour décider, elle ne s'est pas posé la question. Elle a évolué de manière individuelle. Ça, c'est ce que j'appelle un égocentrisme poussé. A-t-elle demandé à son mari, écoute,
moi voici, est-ce que je te plais tel que je suis? Est-ce que dans les attitudes de son mari, il a vu en elle, ou est-ce qu'il voit en son poids un obstacle à leur relation? Est-ce que dans leur façon de se divertir sur tous les plans, prenez-le sur tous les plans, le poids constitue un obstacle? A-t-elle cassé des chaises? A-t-elle cassé? Non. Elle se sent mal. Non, et pour elle-même, il faut dire, Sam Sévérin, que lorsque la femme commence à dire « je veux perdre les kilos », ça suppose que 2 ou 3 personnes ont commencé à lui dire « mon Dieu, tu es en train de prendre du poids ». Rarement la femme ne prend de son propre chef. L'argument qu'elle utilise, c'est pour justifier auprès de ça avec qui elle vit que vraiment je me sens étouffée. La preuve, elle a des vêtements qui rentrent. Donc, forcément, il y a une influence extérieure qui est en train de la ramener en lui disant, écoute, tu es en train de prendre du poids. Oui, elle peut décider de perdre un peu de poids parce que sur le plan médical, il s'est recommandé avec les AVC et tout cela, mais je pense qu'elle devrait prendre le consentement de son époux. Alors, Megui, on est ici en plein dans un cas de figure où il faut tenir compte nécessairement de ce que désire le monsieur, finalement. C'est-à-dire que, indépendamment des besoins de la femme, mais pourquoi cette femme, j'ai envie de vous poser la question, a-t-elle d'abord commencé par accepter de garder le poids initial pour, bien plus tard aujourd'hui, estimer qu'elle peut en perdre quelques-uns? Alors, Sam Sévérin parle de physionomie et souvent des choses qui dépassent notre volonté. On parle d'une femme au foyer, sûrement d'une maman, aujourd'hui de plusieurs enfants, qui peut-être au premier jour de son mariage n'avait pas ce poids-là, parce que si elle s'en plaint, avoir 120 kilos, c'est énorme. On parle de problèmes de santé. Alors, je dis, au-delà de l'harmonie qu'on voudrait avoir dans son couple, il y a une certaine liberté qu'il faut accorder à son conjoint, homme ou femme. Quand j'ai mon corps, c'est moi qui le porte. C'est moi qui connais les désagréments que je ressens à l'intérieur. Ce n'est pas mon mari. Parce que quand vous avez le palu, c'est vous qui savez comment vous vous sentez. Personne d'autre n'est dans votre peau. Alors, une femme qui se sent mal, qui, devant sa glace, se sent mal, elle a une perte de confiance en elle. Elle n'arrive plus à rentrer dans certains vêtements. Elle a peut-être l'impression d'étouffer. Quand elle prend les escaliers, elle a l'impression d'étouffer. Elle se fatigue, elle est épuisée. Elle sent qu'elle ne va pas bien. Elle décide de perdre du poids. Donc c'était pour des raisons de santé, c'est ça? Je pense aussi. Okay. Et ce n'est même pas encouragé. 120 kilos, c'est énorme. Vous allez aller, il y a la surcharge pondérale. Vous allez voir peut-être, elle a quelle taille. Il y a le facteur taille, ne l'oubliez pas, qui joue aussi à l'intérieur. Donc rassurez-vous qu'elle a quelle taille. Je peux y aller, j'étais en train d'y aller. Il y a la surcharge pondérale, justement, en fonction de la taille, quel poids vous devez avoir. Donc, maintenant, franchement, un monsieur qui dit à sa femme, tu vas garder ce poids parce que ça me plaît ainsi. Je suis désolée. Juste une question. Est-ce que, madame, il vous arrive de demander à votre époux, de temps en temps, vous me plaisez comme ça, mon chéri? Non, tu peux faire une remarque, tu peux faire une remarque ou alors dire à ton mari que oui, j'aime te voir ainsi. Mais maintenant, il y a des facteurs autour. Est-ce que c'est parce que j'aime te voir ainsi que tu dois rester ainsi? Même si ta santé est menacée. Je ne pense pas. Très bien. Ce n'est que le physique. Quand on se met avec quelqu'un, après les relations, ça doit aller au-delà du physique. Parce que si beaucoup de femmes subissent ce chantage, des hommes se marient, prennent énormément de kilos, ça n'atténue pas l'amour que leurs femmes ont pour eux. Mais c'est toujours les femmes. Si les femmes aujourd'hui ont tendance à aller faire des régimes drastiques, c'est parce que souvent dans le foyer, l'homme fait des remarques déplacées sur le poids. Tu n'es plus jolie, tu es comme ci, tu es comme ça, on ne peut plus sortir ensemble parce que tu as pris trop de poids. Et je dis, ça pousse les femmes à faire certaines choses qui forcément ne leur plaisent pas. Je dis, c'est un peu égoïste quand même. C'est un peu égoïste. Au-delà de ce que vous voulez, pensez à ce qui est bien pour la personne. Très bien, Megui, à qui vous on donne la parole à Mbombok. Bon, si c'est pour des raisons de santé, c'est clair qu'on peut concéder à cette femme-là de perdre un peu. Si mais à la base, quand même, si on va sur les fondements bibliques même du corps de l'homme et de la femme, on dit bien le corps de la femme appartient à son mari et vice-versa. Donc, cet homme-là peut bien avoir la latitude de recommander à cette femme qui lui appartient de arborer. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Oui, moi j'essaie d'élargir le débat tout simplement. Oui, Sam, je partage ton analyse. Et justement, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, la femme ne va pas en mariage pour l'épanouissement du foyer. Elle va en mariage pour son épanouissement. C'est-à-dire sans même écouter la vie de celui qui l'a mené, ni même de ses enfants.
Elle dit, ça me plaît d'eux, ça me plaît d'eux, il me plaît d'eux. À aucun moment on ne parle des menaces. Ce qu'on lui dit dehors. Voilà, on n'énumère jamais les menaces que vous avez dit sur le plan de la santé. Au moins, si c'était, comment on ne peut pas dire à son mari que non, chérie, j'étouffe. Tu me demandes de perdre le poids. D'abord, quand vous m'épousez, j'avais 85 kilos. Ça veut dire que c'est un monsieur qui aime une femme qui est assez... Voilà, oui, tout à fait, qui est assez imposante sur le point de poids. Maintenant, donc, pour conserver au moins ces 100 kilos ou bien à l'heure moins de 100, parce qu'elle est à plus de 100, on peut dire, chérie, mais non, parce que j'étouffe. Je ne vais pas perdre, je resterai comme ça, c'est parce que... Mais non, elle estime, elle n'engage pas ce genre de débat. Précisément parce que je pense que je dois perdre le poids, je vais le perdre. Je pense que je dois prendre le poids, je vais le prendre. Je pense que je dois sortir, je peux sortir. Je pense, non. Vraiment, les femmes d'aujourd'hui, là, je leur dis ça, les conseillers. Quand vous allez en couple, écoutez votre mari. Écoutez votre mari. Participez à l'harmonie du couple. Et chaque fois, on me le dit toujours que 80% des problèmes de la famille proviennent de la femme. Même ici, elle est sûre que son mari l'aime. Ouais. Elle n'est pas du genre de mari dont la femme a pris de poids, elle a dit non, mais baisse le poids, si tu ne baisses pas le poids, je vais prendre une deuxième épouse. Donc le mari lui dit, je t'aime comme ça. Donc la seule chose qui peut amener, c'est que non chérie, les médecins conseillent que, je pense que le mari va s'affaisser. Voilà, tendance, on sait que généralement, nous les Africains, on aime bien les femmes avec leur rondeur. Donc forcément, ce monsieur est dans la norme africaine, finalement. Bon. Ça me regarde, hein. Quand une femme fait le régime, c'est pour plaire à qui? À son mari. Donc ça veut dire que si je reste là, je veux faire le régime, tu refuses. Tu me demandes de marcher. C'est que les femmes aiment trop souvent les rares problèmes où il ne faut même pas discuter, elles discutent. Je ne peux pas être là. Et quand je veux faire le régime, mon mari me dit, chérie, j'aime te voir belle comme... Quand tu es comme ça, tu es belle pour moi, j'aime tes rondeurs. Mais je n'ai pas fait perdre le poids, non. En perdant le poids, il va aller chercher celle qui est ronde même plus que moi. Mieux, je marche à son rythme. C'est l'occasion pour moi-même de boire même mes biens quand je veux. De préparer et de manger comme je veux. Mais ça prouve que c'est un mari qui est attentionné, qui aime son épouse, qui aimerait se balader avec madame, qu'on dise que non, le type investit vraiment sur la femme. Parce que ça, tu ne sais pas comment ça se passe chez nous en Afrique. Quand une femme est mariée et qu'elle est tout mince, quand tu arrives au village, c'est où on te dit que... Donc tu es parti en mariage, pendant que ton mari mange, il te sèche seulement au grenier. Prends même les kilos, non? Comment tu n'as pas pris le poids? Autant de choses. Mieux, tu me dis, bébé, je vais te voir comme ça. Je reste comme tu as dit, au lieu d'aller boire encore les remèdes, boire les citrons, mâcher les papayes, mâcher ceci. Je mâche au rythme de mon homme. Si c'est toi qui as donné l'autorisation qu'il soit comme ça, je reste comme ça. Parce que c'est que si elle ne reste pas comme ça, tu vas aller dehors chercher les petites qui vont même dépasser avec le poids. Chère dame, évitons les faux problèmes. Quand on ne vous aime pas, vous dites que mon mari ne m'aime pas, il n'est pas attentionné. Maintenant, il est attentionné, on se plaint. Merci Tendance pour cette façon de voir les choses. Maintenant, on va peut-être avec vous, Charlemagne, je ne sais pas, hein, parce que je souhaiterais qu'on aborde la question même des techniques qui sont utilisées aujourd'hui en matière de perte de poids, parce que celle-là voudrait boire beaucoup de potions. Il faut peut-être les recommander de la pratique. Avant d'arriver, Megui a dit quelque chose qui me plaît. Ouais. Quand nous débattons ici, Megui dit le nous. Le dialogue, il faut dialoguer. Aujourd'hui, elle dit je. Aujourd'hui, elle dit je. Vous avez suivi, elle dit je. C'est moi, c'est mon poids, c'est ma santé. Oh là là. Ce n'est pas lui. Le nous meurt pour le je. Parce que ça la concerne elle. Vous voyez jusqu'où l'individualisme tue les foyers aujourd'hui. Ce je, le je employé par les femmes. Elle est dans un foyer, avec son mari qui dit tu me plais comme ça. Lui qui? Elle dit je. Lui, ton mari. Lui qui? Ton époux. Ton chéri. Et lui n'est pas égoïste. Et lui n'est pas égoïste de penser comme ça. Tu dis aujourd'hui je. Et lui, il n'est pas égoïste. Cela pour dire Sam Sévérin. Cela pour dire Sam Sévérin que c'est l'influence, c'est l'ensemble des influences extérieures qui, à des moments, veut gouverner la vie du foyer par le biais de la femme. Comment ton mari a pris le poids comme ça? Le jour où elle a dit que tu as pris le poids. La femme n'a pas le temps de son mari, de son époux. C'est la femme qui doit classer les pantalons. C'est la femme qui doit acheter les slips. C'est la femme qui doit superviser. À un certain niveau d'attention, j'ai comme l'impression que c'est une discussion entre les deux. Ce n'est pas une réaction, une observation de l'extérieur. Je connais des hommes qui ont épousé des femmes minces, Sam Sévérin, parce qu'ils n'aimaient que des femmes minces. Premier accouchement, la femme est montée à 30 kilos. Deuxième accouchement, elle a ajouté 60.
Troisième accouchement, elle est partie à 100, sans aucune possibilité de rentrer. Lorsque vous pouvez vous rendre compte que dans la famille, il y a des personnes qui sont prédisposées au poids. Il y a un poids de la jeunesse, un poids de l'accouchement et un certain poids qu'on obtient avec un certain âge, Sam Sévérin. Donc, c'est dire aujourd'hui que, parce que mon mari a dit, je me plais comme ça, au contraire, chérie, oui, je te plais, mais sache qu'il y a des problèmes, des maladies cardiovasculaires. Est-ce que tu es prêt à m'envoyer faire des visites tout le temps pour consulter, pour savoir quel niveau je suis? Ça, c'est la femme, et c'est ça le dialogue. Lorsque je entre déjà, le nous fuit par la fenêtre, et la séparation n'est plus loin. Je pense que Charles Armel prend du plaisir à vouloir me contredire, même quand il dit pratiquement la même chose que moi. Je pense que ici, j'ai dit que pour préserver l'harmonie dans le couple, c'est vrai qu'on doit tenir compte de ce que l'autre veut. Mais il y a des moments où on doit pouvoir faire des concessions. Vous ne pouvez pas décider sur le poids que l'autre veut avoir ou peut avoir parce que c'est vous l'homme. Je suis désolée, l'homme là, il est égoïste et lui également. Vous ne pouvez pas dire à votre femme, parce que ça me plaît, tu dois garder 130 kilos, 120 kilos. Parce que ça me plaît. Et est-ce que vous avez pensé à ce que elle... Non, vous voyez la chose plutôt du mauvais côté. Je ne la vois pas du mauvais côté. Je ne la vois pas du mauvais côté. Ça peut être même 80 kilos. Bon, ça peut je ne la vois pas du mauvais côté. Je dis que ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a plus la liberté de décider d'un certain nombre de choses. C'est votre corps. C'est vous qui ressentez comment, si ça va ou si ça ne va pas. C'est votre corps, Sam Sévérin. Il y en a qui ont un mal-être parce qu'ils sont trop minces. Il y en a qui ont un mal-être parce qu'ils sont très corpulents. Et je pense que quand on se marie, le facteur physique ne doit pas être... Un homme ne peut pas dire à sa femme, écoute, tu vas maintenir le poids que je veux. Je suis désolée, est-ce qu'il a pensé, il devait lui s'interroger. Mais il peut émettre un souhait. Hein, parce non, il n'a pas émis un souhait. Il n'a pas émis un souhait. Je ne cherche pas à qui plaire, mais plaire à qui j'ai choisi. Il n'a pas émis un souhait. Il n'a pas émis un souhait. Et le b.a.-ba de l'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. C'est pas l'égocentrisme. Le mari l'a accepté comme il est. Le mari l'a accepté comme ça. Écoutez, accepter l'autre tel qu'il est. Elle a pris du poids. Et le mari l'accepte comme ça. Elle a pris du poids et maintenant elle veut en perdre parce qu'elle se sent mal. Il doit pouvoir respecter sa décision. C'est ça l'amour, pouvoir respecter la décision de l'autre tant que ça ne crée pas un problème. Si elle perd quelques kilos, ça ne peut pas créer un problème parce que si j'ai rencontré mon mari avec ses deux jambes, l'amour que j'ai pour lui, demain il lui arrive un accident, il perd une jambe. Je ne dois pas perdre cet amour parce qu'il n'a plus ses deux jambes. Non, ne le dites pas parce que elle est mal. Moi, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Non, je ne vous ai pas interrompu. Vous me laissez aller. C'est le modérateur qui me demande de chuter. C'est pas vrai. Donc je le dis, ne déformez pas mes propos pour avoir à tout prix raison. Je le dis, on est mariés, mais chacun peut avoir une marge de liberté. Je me sens mal parce que je sens que mon corps, je ne le supporte plus. Je veux perdre quelques kilos, mon mari doit pouvoir le respecter. Voilà. Je crois que c'est un argumentaire normalement qui doit passer parce qu'il faut une marge de liberté quand même. Ça ne peut pas passer. Précisément parce que la femme ne pose pas le problème en termes de « chérie, je me sens mal ». Il dit, chérie, j'ai des risques de maladie. Elle ne pose pas le problème comme ça. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis le contraire? Non, elle ne pose pas. Maintenant, quand elle dit, j'ai le droit de. D'accord, vous avez le droit. À un moment donné, ce droit-là peut amener à disloquer le couple. Lorsque la communication est rompue, c'est pour ça que moi, je conseille, nous les initiés africains, on vous conseille, il peut ne pas avoir de l'argent, il peut ne pas avoir si. Mais au moins maintenez la communication dans le couple. Tout à fait. Parce que bon, alors on en vient pour sortir l'importance du physique dans le couple finalement. On est d'accord que c'est important. La corpulence, la physionomie, puisque le physique, c'est ça qui vous lie les deux corps. Absolument, c'est ça qui vous lie. Et là maintenant, quand un mari s'engage d'abord à épouser une femme de 85 kilos, peut-être lui il dit, j'aime les femmes dodues. Tout à fait. Ça monte déjà à 120. Il y a 40 kilos. Oui, à 120. Il dit, maintenant, il dit, non, risque de santé, bon d'accord, perdu quand même un peu. Donc je pense que ce mari ne peut pas s'opposer au fait que sa femme veut perdre quelques kilos. Qu'en pensent les téléspectateurs, téléspectatrices essentiellement? J'aimerais avoir l'opinion des dames sur ce sujet qui les concerne, la perte du poids. Est-ce que vous êtes d'accord avec la liberté que vous devez avoir à
décider ou alors à déterminer de votre propre poids au détriment de ce qu'en pense votre mari. Et ça, c'est ce que souhaite Megui sur ce plateau. Ou alors, vous pensez que c'est le mari qui doit déterminer de ce que vous avez à faire de votre poids à sa convenance. Voilà, c'est ça le sujet. Voilà, donc on a Sylvien Chancho qui nous dit si le poids n'a pas d'influence sur la santé de la dame, il n'y a pas de problème à ce qu'elle conserve ce poids car son corps ne lui appartient pas mais à son mari. Cet autre message qui nous dit voilà, bonjour, on doit se sentir bien dans sa peau pour pouvoir plaire à autrui. Ce n'est pas égocentrique du tout, Ariane. Et elle ajoute en plus que merci. Non, pardon, je ne vais pas lire ce On peut le partager, non? Non, 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 je ne vais pas dire. Alors, cet autre message qui nous dit, cet homme est égoïste, il ne se soucie pas de la santé de sa femme. S'il l'aime vraiment, il acceptera avec moins de 100 kg. Vanessa, depuis Bonamou. C'est vrai quand même qu'au-delà de 100 kilos, c'est déjà... C'est qu'on doit faire prévaloir, mais pas ses sentiments. Vous n'avez pas évalué la question de la taille jusqu'à aujourd'hui. Vous vous arrêtez juste au nombre de poids. Si cette femme fait 1m95, mais elle est grande de taille aussi. elle est grande de taille. Donc, je dis, il faut tu mettre le poids le poids et taille. J'ai parlé, même si elle a même si elle a 1m80, le poids qui lui sied, c'est dans les 80 à 85 kilos. Voilà. Ok. Un dernier message, Megui. Voilà, donc bonjour, si une dame prend du poids et son mari aussi, alors au lit, ça ne donne plus. Pendant ce temps, la dame cherche à diminuer du poids pour aller dehors. Augustin Magua. Voilà. On a cet autre message qui nous dit, voilà. Voilà. En général, les hommes qui sont des petites corpulences préfèrent souvent les femmes de forte corpulence. Donc c'est l'inverse. Très souvent, ça s'équilibre comme cela. Et la majorité... C'est pas sûr. Hein, monsieur Machou, voilà, le corps du mari appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à son mari. Si l'un des deux ne veut pas se mettre en mode d'acceptation pour l'autre, c'est une façon de rejeter son partenaire. Bah, c'est vice-versa. Voilà, si le mari peut me donner le transport de 3 places, je n'aurai pas de problème. De transport pour 3 places. En tout cas, tendance à déjà bien conseiller à la dame. Oui, non, Sam, j'aimerais dire que papa, que d'avoir les mots de tête tous les jours, c'est sa commande, c'est la commande de monsieur. Je veux marcher avec monsieur, quand on voit une femme habillée, une africaine en pagne, avec un bon derrière, bien potelé, bien belle, qui reflète l'image de son mari aussi, parce que ça compte. Hein? Faut pas que tirailler les faux problèmes sans sens. Je mange tous les jours que Dieu a créé. Le poulet, je ne peux pas 2, 3 poulets. Je cherche la natte, je lance au sol. Je mange ma chose, après, je prends mes billets au-dessus. Le problème, c'est qu'on est en train d'encourager des choses et on n'a même pas les moyens de se prémunir en cas de problème. La prise de poids, ça a plusieurs facteurs. Il y a le stress. Il y a beaucoup de choses. Peut-être elle mange beaucoup. Il y a le stress, il y a des problèmes de thyroïde. Où des femmes prennent du poids, elles ne savent même pas pourquoi. Ce n'est pas forcément parce qu'elles mangent beaucoup, il y a des problèmes de thyroïde. Mais nous, en Afrique, généralement, c'est ce que je veux, c'est ce qui doit se faire. On ne cherche pas à creuser. Non, il ne faut pas être égoïste. Parce qu'en disant que cette femme veut perdre du poids, et c'est égoïste de sa part, ce monsieur qui voudrait qu'elle conserve ce poids, parce que seulement pour lui, parce qu'il aime ça, sans tenir compte de ce qu'elle ne se sent pas à l'aise. Vous savez ce que c'est que de ne pas pouvoir rentrer dans un vêtement, de se sentir toute, je ne sais pas, boudinée comme ça. Et en Afrique, on dit que quand tu as le poids, non, Sam, c'est les symptômes d'argent. Et il y a quelque chose que je n'ai jamais rien compris, mais tu vous parler de ça, parce que quand on parle de, quand tu vois Samuel, le Turquie, c'est un gano, tu as l'argent plus que qui? Alors qu'on dit qu'en Afrique, on a l'argent, de toutes les façons, on a le poids. Quand on est coincé, on se réfère toujours aux Écritures. Et ces Écritures stipulent bien que le corps de la femme appartient à son mari. Bon, ça s'est dit tout à l'heure même. Les téléspectateurs l'ont convenu avec nous. On va refaire ce débat en deuxième partie avant de revenir avec vos messages. On va prendre à présent la colère de Charles Hamel qui va nous balader au cœur de la répression qui est expérimentée par le système en place. Je m'interroge ce jour sur la question de la répression dans ce pays. Pourquoi vit-on tant de répression? Une répression qui s'étend jusqu'à la plus infime structure
de la société, répression sociale, répression en entreprise, répression même dans les foyers, répression dans les familles. Le système généralisé est devenu un système individualisé. Oui, c'est la répression. Allez dire, à qui profite le crime dans cette affaire de répression? Quelles sont les mains cachées qui officient en douce dans ce système de répression au Cameroun? Après, lorsque le réseau des associations, le réseau des droits de l'homme va ouvrir la bouche, on dira il parle trop. Pourtant, les faits sont là. Comment comprendre que tous dans ce pays, ou tout dans ce pays, tourne en violente répression de la part du gouvernement en place? À quoi nous sert la démocratie si le peuple n'a toujours pas la possibilité d'exercer sa souveraineté? À quoi nous sert la liberté d'expression si on n'a pas la possibilité de se faire entendre? À quoi nous servent les institutions républicaines si elles sont au service de la majorité? Rappelons-nous en 1945, première grève des cheminots, parti de Bonabéry pour retrouver les colons de ce côté de Nubel. Ce jour, 80 morts. 1990, pour faire court, 90, révolte sociale contre la dictature. 1992, 0 mort, université de Douala, université de Yaoundé a fait à 100. 2005, chasse à la DEC. 2006, lutte contre la scission, liquidation et privatisation des sociétés d'État. 2007, la société camerounaise de métallurgie dans le Oignon. 2005, cette société de métallurgie, société camerounaise de métallurgie s'embrasait de ce côté de Douala. Dans le Oignon, la même année, c'était grave du côté d'Ambomban, où les élèves, 3 élèves ont perdu la vie parce qu'ils étaient en peine, ils étaient en prise avec les forces de sécurité. 2008, émeute de la faim, où plusieurs Camerounais ont perdu la vie. Rappelons-nous en 2008, chantier naval industriel du Cameroun, encore des grèves. On a envoyé toujours les forces de maintien de l'ordre pour mater, molester, violenter. On se rappelle de la grève des relevés d'ASONEL, toujours en 2008. 2010, grève des chauffeurs de taxi à Kumba. Là-bas, c'était la totale. 2012, on se rappelle encore, les employés de Citrafer voulaient s'élever. Ils ont bloqué la gare de Bassam. On est sorti encore avec la gendarmerie et la police. 2015, les employés de Quincaillerie Afrique Construction sont rentrés en grève, pareil. N'oublions pas que nous n'allons que de grève en grève avec des molestations juste à côté. Et précisons-le, lorsque c'est les partis d'opposition qui décident d'ouvrir la bouche, on sort l'artillerie lourde pour le faire. Comment comprendre qu'après les vents de liberté des années 90, le Cameroun continue de plier sous le poids ou sous le coup de la répression? Avocats, enseignants, maîtres des parents, vacataires, ex-temporaires de l'État, ex-employés du chantier naval, marine marchande, dockers, ex-employés des sociétés d'État, retraités de la CNPS. Qui n'a pas goûté le bâton? Qui n'a pas goûté la matraque? Qui ne sait pas fouetter? Qui ne sait pas démanger dans un pays dit démocratique comme le Cameroun? Comment ne va-t-on pas se plaindre lorsqu'on a mal? Point d'interrogation. Moins de revendications, on sort l'artillerie lourde, matraque, mami wata, fusil, pick-up, sans payer pour arroser les revendiquants d'eau, des coups de poing et parfois, il faut le préciser comme ça là, même des rangers entrent dans le coup. Ceux qui réclament se retrouvent malaxés, molestés et encore hospitalisés. Comment comprendre que même les partis de l'opposition, avec représentation à l'Assemblée, n'ont pas aussi le droit à la revendication lorsque ça ne va pas? Comment comprendre qu'en 27 ans, jamais un parti n'a été autorisé à résoudre ou à descendre dans la rue pour manifester, sinon que le RDPC? Comment peut-on construire une nation avec une partie forte qui décide de tout, impulse tout, laissant croire qu'elle partage ce qu'elle contrôle? Comment comprendre toutes ces restrictions administratives autour des manifestations des partis de l'opposition? Lorsqu'on ne modifie pas l'objet, on modifie l'itinéraire. Lorsqu'on ne modifie pas l'itinéraire, on repense toute la stratégie. Les événements de samedi nous ont fait comprendre qu'il y a les policiers, qu'il y a les forces de l'ordre dans ce pays et qu'on peut mettre un policier derrière chaque Camerounais. Rappelons-nous la molestation des leaders du CPP, du MLC le 4 décembre 2015 ou encore du SDF. Quel est donc le rôle des forces de maintien de l'ordre pendant les marches?
Pourquoi les uns vont-ils tant obtenir, tout obtenir et refuser aux autres le droit à la liberté? Devrait-on conclure que le seul droit réservé aux partis de l'opposition, c'est le passage dans les émissions télévisées dites de débat? Devrait-on conclure à la fin que c'est encore au régime de choisir qui va passer et qui ne va pas passer lorsqu'on sait que le ministre de la Communication est juge et parti? Sinon, comment comprendre qu'il soit ministre et PCA de la CRTV? Est-ce que dans le choix des décisions, on ne verra pas encore là une sorte de marginalisation? Devrait-on conclure que l'armée, la police, la gendarmerie n'interviendra en grand renfort, suréquipés pour molester les manifestants, laissant de fait les hors-la-loi se saisir, molester, truander les gens dans les quartiers, comme ils l'ont fait avec le sous-préfet de Kribi, nouvellement promu? Devrait-on conclure fatalement que nous sommes dans une démocratie dictatoriale où les partis de l'opposition, les populations n'existent que de nom? Voilà, vous avez pratiquement tout ramassé dans cette chronique. On va donc essayer juste d'en déblayer encore quelques petites parties sur le terrain. Babok Bengan, commençons par la répression au plus bas étage avant d'en arriver à celle qui peut être constatée au niveau institutionnel même, parlant de cette mentalité camerounaise en entreprise, par exemple, cette oppression qui est permanente de la part des employés de la place vis-à-vis, je veux dire, des employeurs, vis-à-vis des employés, employés qui n'ont pas le droit à la grève, le droit à la revendication. Oui, Sam, c'est difficile de comprendre qu'aujourd'hui, on vous dit décembre 90, c'était le mois de la liberté. Effectivement, il y a eu toutes les libertés, sauf les libertés syndicales. Il n'existe pas jusqu'aujourd'hui un texte qui réorganise l'activité syndicale dans notre pays. Vous avez vu dernièrement, lorsque les médecins ont essayé de faire un syndicat, ils étaient obligés de s'inspirer des conventions que le Cameroun a ratifiées avec l'Organisation internationale du travail ou le Bureau international du travail. C'est triste. Et c'est ça qui amène donc le Cameroun dans le nouveau code du travail qui date de 1992. On vous dit, c'est ça, vous êtes ingénieur, mais on va vous payer comme un capiste. Et vous n'avez pas, je vais dire, les moyens de vous déployer, de vous définir. Tant bien que même au sein de l'entreprise, on vous recrute à ce niveau, vous allez payer votre maison quand? Vous ne pouvez même pas vous constituer une vie de famille. Voilà la répression. Celle-là est plus grave encore. Et si on en rajoute à cela le fait que même dans l'administration, on vous dit qu'il est interdit à la police de se constituer en syndicat. Écoutez, les magistrats leur ont interdit de faire des syndicats. Vous voyez donc que tout ça a été, j'allais dire, enveloppé. Mais pourquoi cela? C'est précisément parce que l'héritage que nous avons eu commence par 1962. On vous parle des ordonnances de 1962. Ça englobait tout. On vous disait à l'époque que les murs ont les oreilles. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes à la maison ou même dans un bar, on prend un truc. Pour peu qu'on dise qu'on travaille mal vraiment notre truc, on revient le lendemain, vous serez licencié. Parce que votre patron aura mis quelqu'un. Il sait bien qu'il ne vous paye pas bien. Mais il ne voudrait même pas que vous vous en plaigniez, même entre vous, les employés. Donc, durant toute la période du président Ayidjo, tout à fait, de 62 jusqu'à aujourd'hui, oui. En 90, on a fait semblant de les enlever, mais en réalité, j'avais dit la même attitude continue jusqu'à aujourd'hui. Tendance, comment faire en sorte que les patrons soient de moins en moins des oppresseurs aujourd'hui vis-à-vis de leurs employés, par exemple? Oppresseur veut dire quoi, ça? Parle ce qui est à mon niveau. Oui. Le mot oppresseur, là. Oppresseur, c'est celui qui opprime, celui qui domine, celui qui martyrise. Voilà, c'est ça. Le patron a le pouvoir. Tout à fait. Tu vois, donc c'est un peu comme quelqu'un qui a sa marchandise et la cliente. À prendre ou à laisser. Tu vois, non, ça. C'est qu'il y a les sociétés où il faut toujours... C'est qu'il faut savoir comment gérer pour tirer son épingle du jeu. Fais toujours oui, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Pour savoir comment tu vas tirer ton épingle du jeu, quoi. Non, on dit même oui, chef, même si c'est le patron ou la... Oui, tu dis chef, chef. Parce que si tu commences à faire, il pense même qu'il est qui? Il pense qu'il est quoi? On te change. Trouver le travail au Cameroun n'est pas facile. Celui qui va venir te dire que, ah, si le patron là me parle, il l'insulte. Ces gens-là mentent parfois, parce que parfois ils appellent le patron d'ailleurs pour supplier que, boss, pardon, ne me gronde pas, ne faites pas ceci. Et chacun comprend que c'est son corps dans une société. Quand tu travailles quelque part et que peut-être à la fin du mois, tu as même un petit salaire, fais tout pour arriver à temps. Ne fais pas le bras de fer avec ton patron. Chacun sait comment il fait pour arriver dans une société. Je peux venir là que sur la petite soeur directe de la femme du boss que tu ne connais pas. Et qu'on reste, quand quelqu'un veut me parler de sa part dans une société, quand tu veux faire le constat dans une société, ne fais pas pour détruire, fais pour arranger. Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans les sociétés qui intoxiquent seulement.
Et quand les patrons entendent ça, ça les énerve. Il y a les sociétés où les patrons même sont amis avec les employés, au point où tu ne sais même pas que c'est un patron, ça. Mais les sociétés où les patrons ne rient même pas avec leurs employés. Pourquoi? À cause de notre mentalité. Maintenant, pour qu'un patron soit bien avec toi, donne le rendement, en bon français. Hein? Le mérite. C'est ce qu'on dit ça, le mérite, non? Ça, non oui, tout à fait. Oui, donne le mérite, même si c'est ton ami, même si vous buvez les biens après. Mets dans ta tête que j'étais en boîte avec mon patron hier. On a bu les biens. 7h30, je dois être au bureau. Ne dis pas que, comme c'est mon ami, hier, nous sommes allés au snack, je dors, il dort. C'est quand même mon ami, non. En ce moment, le patron doit aussi te donner le lait. Très bien. Respectez les patrons comme les patrons vous respectent. Alors, mais Guy, on va donc parler de cette autre forme de répression qui consiste à violenter, à molester, comme on a pu le voir en image d'illustration tout à l'heure. Bon, ça date depuis beaucoup d'années aussi, à travers, par exemple, les contestations estudiantines du début des années 90 au Cameroun, on le sait. Le vent des revendications de ces étudiants-là qui avaient débouché généralement sur des oppositions assez tragiques quand même. Tout à fait. On se rappelle quand même de cette université qui était assez politisée à l'époque, avec tout ce qui s'est passé à l'université de Yaoundé 1, où il ne faisait pas bon de parler de sujets politiques devant tout le monde, parce qu'après on pouvait subir des représailles. Il y avait des étudiants qui étaient menacés, qui étaient enlevés, qui étaient battus. Donc aujourd'hui, on observe un peu moins quand même ce climat-là dans nos universités. Mais il faut dire que tout simplement, c'est des méthodes pour réduire les uns et les autres au silence. Des méthodes d'intimidation qui ne sont pas nouvelles au Cameroun. Quand on parle de répression, il y a une certaine répression qui est assez pernicieuse. Voilà, on les observe tous les jours, depuis l'interdiction de certains partis politiques à pouvoir manifester, depuis l'interdiction des étudiants à pouvoir même revendiquer. On sait très bien ce qui se passe. Parfois, on n'a pas seulement ces coups de fouet ou de matraque, ça se passe même depuis l'impossibilité pour certains d'avoir leurs examens. Il y a des tractations qui se font comme ça, donc il y a des répressions vraiment très très pernicieuses, c'est-à-dire que des conséquences qui vous suivent jusque dans votre vie active, où vous ne pouvez pas pouvoir imaginer même accéder à certains postes dans l'administration parce que vous êtes fiché, le nom de votre famille est fiché. Il y a des gens qui ont été victimes qui vous disent voilà, mon enfant va, il fait tel concours, il fait tel concours. On dit carrément, écoute, toi ça ne vaut pas la peine, ne fais même plus. Moi je dis, je connais des personnes qui ont été victimes de ce coup-là, où il y a une personnalité qui a appelé un papa qui lui dit, écoute, ça ne sert à rien que tes enfants fassent des concours pour avoir des postes dans l'administration parce que ton nom est fiché. Peut-être parce qu'il n'a pas voulu adhérer à un certain parti politique, parce qu'il a été dans un autre parti politique, et tout ça, c'est des formes de répression. Alors, Mbobok, avant d'aller à Charles Armel, je voudrais rapidement qu'on évoque le cas de l'opération Épervier, qui est une forme de répression dangereuse en direction de ceux-là qui ont eu la mauvaise idée, reconnaissons-le quand même, de vouloir un tout petit peu lorgner du côté du pouvoir central de Yaoundé. Parce que c'est comme cela que cela est interprété véritablement au second degré. Toutes ces formes d'emprisonnement massif vis-à-vis des grands commis de l'État, je crois. Ça a commencé, disons, même du temps de Titus Edjoua, Thierry Michel Atangana, et puis Pierre Désiré Ngo, Mouchipou Saïdou, et tous les autres aujourd'hui, jusqu'à Marafa, Amidou Yaya et tous les autres. Je crois que c'est la violence d'État au plus haut niveau et qui a atteint les cimes, finalement, en atteignant les personnalités les plus insoupçonnées, finalement. Oui, Sam, vous faites bien de le dire. Il y a un groupe d'enseignants. Ce livre a commis un ouvrage à propos. Ce groupe d'enseignants, je pense, était dirigé par le professeur Charlie Gabriel Mbok, qui parlait de cette nébuleuse-là, du TCS, et justement. Que vaut l'opération Épervier? C'est ce qu'il démontrait dedans. C'est-à-dire qu'ils ont pris, par exemple, le cas de Charles Metouk. On dit, lorsque le code de délit est payé, vous ne devez plus être poursuivi. Lui, il est DG de la Sonara, parce qu'ils ont, je en parle parce qu'ils en ont parlé pour étayer, et on lui reproche d'avoir amené l'entreprise à ne pas perdre de l'argent. Or, c'est lui qui l'aime beaucoup. Il bloque les factures d'un de ses fournisseurs parce qu'il veut que le gars paye. Il refuse de payer. Maintenant, c'est lui qui est emprisonné. Or, l'entreprise en question vient payer. On les traduit en justice ensemble. L'entreprise vient payer au moment où ils sont traduits en justice. On
le ministre de la Justice actuel décide de laisser les poursuites pour l'entreprise, mais condamne celui qui a mené l'entreprise à payer. Dans le cas de Charles Metou. Donc, vous n'allez rien comprendre. Et pourquoi précisément, Sam, ça veut dire que, Megui a parlé des fiches tout à l'heure, les gens sont fichiers. Et ils sont fichiers, ils ont mis en place des structures qui enquêtent sur vous sans que vous ne vous rendiez compte. À l'époque, on vous parlait de service de la documentation. Apparemment, vous ne savez pas que c'est pour la répression. Ce service de la documentation est transformé en direction de la documentation. C'est transformé au Centre national pour l'enseignement et la recherche. Il n'y a rien de répression dedans. Ou ça devient direction générale à la recherche extérieure. Il n'y a rien de répression. En réalité, c'est pour dire que M. Ango, vous voyez, il a bien dirigé ici et ici. Comme il n'a pas voulu envoyer l'argent pour le congrès du parti au pouvoir, ce nom d'Ango, il faudra toujours regarder. Donc, même si vous prenez votre retraite, un enfant qui va s'appeler Ango, on va d'abord essayer de voir, est-ce qu'il est le fils de ce Ango-là? Vous êtes donc fichier et vos enfants sont fichiers. Voilà en réalité pourquoi cette opération au Pervier qui au départ, c'est pour assainir les finances publiques, est déjà pour monter les gens qui sont propres et qui pourraient loger. C'est pour cette raison que M. Marafa, on a imaginé un truc, intelligence philosophique. Parce qu'un crime qui n'est pas dans le code dans son réseau, supposé voilà. Yves Michel Fauti aujourd'hui, on estime qu'ils doivent être embastillés. Donc on le condamne les Paul Ngamo Amani, parce que c'est une affaire de réseau. Donc, on doit sortir de ce type de considération, on l'espère un jour, dans une république qui tiendrait compte d'une vraie justice, parce que la justice camerounaise semble être instrumentalisée aujourd'hui, ne jouant pas le véritable rôle de troisième pouvoir, elle est plutôt au service d'une cause, et c'est ce qu'on est en train finalement de dénoncer. Charles Amel. Quelle est cette police, Sam Sévérin, qui va intervenir lorsque des employés revendiquent leur salaire, 6 à 7 mois de salaire, qui va molester ceux qui revendiquent, qui sont dans leurs droits, qui ont les mains libres, qui n'ont pas de bâtons en main, mais qui sont là juste avec des pancartes pour dire on revendique notre salaire. Cette police vient molester ces gens parce que le patron a de l'argent. Quelle est cette police ou cette gendarmerie qui va débarquer parce que les employés ne sont pas retrouvés payés ou ils sont en train de revendiquer un licenciement abusif? Ils vont arriver, molester, briser les chaînes, faire partie sans que les inspecteurs de travail ne font leur travail. Pourtant, les dossiers sont déposés. Celui qui s'est baladé vendredi dans cette zone va se rendre, samedi autant pour moi, va se rendre compte que la police a des hommes. Elle a des hommes équipés. J'ai vu des policiers équipés. Aujourd'hui, je peux remercier Jean-Michel Nietzsche de nous avoir fait découvrir une véritable police avec des matraques et des engins. Donc ça suppose qu'à Mabanda, on peut aller protéger les gars à Mabanda. J'aime bien cette ça image. Suppose que ces gens-ci peuvent aller sauver les gens en Dorbon. Ça suppose que ces gens-ci... Non, mais ça suppose que ces gens-ci en tenue peuvent aller sauvegarder les gars, les mamans qu'on viole au marché Sanaga, à 2 pas de la brigade, ils peuvent aller. Voilà donc la force de répression qu'on met uniquement quand il faut fouetter les opposants. Les opposants qui ont représentation à l'Assemblée, qui n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Où est-ce qu'on est en train d'aller dans un pays comme le Cameroun, Sam Sévérin, où les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent? Les ex-employés des sociétés qui revendiquent leur argent, les retraités de la CNPS qui allaient chercher leur argent, on les arrose avec l'eau. Ils viennent réclamer leur argent. Ils font le sitting. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de bâton. On les arrose. Et c'est des fils. Et c'est des parents de cette nation. C'est quand même étrange. On se demande, mais finalement, nous sommes en train d'aller où? Donc, le délégué général de la Sûreté nationale a des éléments comme ceux-là. Il les garde où? Toutes les banques sont occupées par les militaires. Vous ne pouvez plus rentrer dans une banque, c'est les militaires. Mais lorsqu'on est dans des problèmes, ils n'interviennent pas. Alors, je vais vous dire, le délégué général de la Sûreté nationale est très bien gardé lui-même à sa résidence de Yaoundé. Les policiers commencent à se poster au niveau de la route au quartier Bastos jusqu'à son domicile. C'est une vraie forteresse. En réalité, on devrait même déléguer tous ces personnels policiers qui ne servent à rien du tout sur la rue de la résidence du DGSN, aller procéder à ce type d'action pour protéger les citoyens. Mais Sam Sévérin, finalement, la démocratie donc dite, c'est ça les plateaux de télévision. Où on laisse qui on peut passer. On va y revenir. Hein? Mais Guy, la répression a commencé depuis le début de la crise anglophone aussi, avec, on se rappelle de l'image de ces étudiantes qui ont été sauvagement molestés à l'université, je crois, de Boya,
Et jusqu'à ce jour, il y a eu totale impunité par rapport à ça. C'est vrai, mais moi, généralement, je suis un peu embêtée quand même de donner mon avis sur ce genre de sujet parce qu'il faut le dire que on parle de répression, on parle surtout de nos forces de l'ordre, voilà, qui opèrent cette répression-là, parce que de façon matérielle, ce sont les forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Il ne faut pas qu'on perde de vue que ces mêmes forces de l'ordre font un travail aussi quand même remarquable pour sauvegarder l'intégrité nationale. Donc, il faut toujours qu'on tienne compte de cela et ne pas toujours, c'est-à-dire quand ça nous arrange, peindre le tableau en noir. Maintenant, on va dire donc qu'il peut y avoir de bonnes répressions, comme il peut y avoir de mauvaises répressions. Mais le terme répression en lui-même est déjà péjoratif. voilà, Donc, quand on parle de répression, péjoratif, donc, c'est vrai. Donc, on reste donc dans ce sujet. Voilà, voilà. Donc, pour ce qui s'est passé à l'université de Buea, je pense quand même qu'il y a lieu ici quand même d'attirer l'attention des uns et des autres. Ce n'est pas encourageable ce qui s'est passé là-bas. On a vu quand même des images d'étudiants qui ont été violentés, qui ont été traînés dans la boue, qui ont subi des sévices, des pratiques humiliantes. On a vu des jeunes filles traînées dans la boue. Ce n'est pas des images qui sont encourageantes, pas du tout. Mais aussi pouvoir attirer quand même l'attention des étudiants. On est étudiants. C'est-à-dire qu'on a des revendications à faire, il y a une façon de procéder. Parce que souvent on va vous avancer l'argument selon lequel les forces de l'ordre ne doivent pas, souvent il peut arriver qu'il y ait des échanges de tirs, de balles, ne doivent pas utiliser des balles réelles mais des balles en caoutchouc. Mais notamment aussi, si vous voulez engager une revendication pacifique, il y a des codes, il y a des limites à ne pas atteindre. Quand vous prenez déjà des projectiles, que vous envoyez sur les forces de l'ordre, ça change la donne. Ça change la donne parce que même dans le cadre de la crise anglophone, on a vu des images des civils qui envoyaient des projectiles qui peuvent être des dangers aussi pour la vie humaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, c'est les forces de l'ordre, certes, mais ce n'est pas des états. Mais dans la plupart des cas, dans cette crise, Meggy, les gens, les manifestants avaient des armes. Je vais me faire taper les doigts, mais je le dis que j'essaye d'équilibrer. Parce qu'en face, on a des civils. Les forces de l'ordre aussi, c'est des êtres humains. C'est des personnes qui peuvent mourir. Si tu reçois une pierre de cette envergure sur la tête ou la latte, vous allez mourir. Il n'y a pas que la balle qui tue. Donc, je dis, il faut pouvoir faire attention. Ne pas se dire que là, en face, on a des forces de l'ordre. On doit pouvoir respecter leur autorité. Mais si on va poser des actes qui ne rentrent plus dans le cadre de la revendication pacifique qui était prévue au départ, on doit pouvoir s'attendre à des représailles. Et après... Justement, Bombok, je vous pose la dernière question là-dessus. Doit-il y avoir une répression positive, répression légitime, puisque Meggy essaye de relativiser la donne? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Sam. Ça existe dans les cours philosophiques. Lorsqu'on parle de répression, c'est mauvais. C'est que c'est mauvais. Lorsque, prenons le cas que vous avez cité, à Buea, l'honnête ne marche pas. On dit aux étudiants, vous avez 5 jours pour vous enregistrer. L'Internet ne marche pas. Et on leur dit, ceux qui ne se sont pas enregistrés doivent payer 10 000 francs. Ce n'était pas dans les trucs. Ils viennent marcher au campus en disant à leur vice-chancellor que maintenant, madame, vous savez qu'on appelle la force de maintien de l'ordre qui vient les arroser. Il n'y avait même pas de manif là. C'est-à-dire que ce n'était même pas hors du campus. Parlons des problèmes anglophones. Vous sortez avec l'arbre de la paix. Ils ont des trucs anti-émeutes. Des boucliers, des tout. Maintenant, vous allez me dire que, voilà, moi, j'ai mon bâton. Même si entre-temps, j'ai pris un bâton. Vous avez l'arme. Et c'est le bâton avant de plus. Même si on vous balance le caillou, je crois que le bouclier peut... Absolument, absolument. Non, le problème véritable, Sam, c'est que tout le monde parle de force de maintien de l'ordre. Et vous avez vu que force de maintien de l'ordre engage directement le Ngomna, comme on dit. C'est-à-dire que c'est l'autorité administrative. On a bien fait d'écarter le procureur de la République. C'est pour ça que ça s'est emballé à Yaoundé. Quand les procureurs, les magistrats se sont retrouvés avec les gens qui ont été arrêtés par les autorités administratives, dont le politique. Maintenant, les forces de défense et de sécurité, ce n'est pas la même chose. Et ils font exprès de ne pas parler de défense et de sécurité parce que là, on parlera des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Est-ce que les forces de défense et de sécurité qui doivent faire ça agissent comme telles? J'ai dit non. C'est pour ça qu'en fait, ils viennent provoquer. Ils devraient donc encadrer la manifestation parce que ceux qui déclarent la manifestation sont connus.
On dit, Mbombengan, vous avez dit que la manifestation partira de Ndokoti à PK12. D'accord, vous êtes, j'ai dit oui. Il n'y aura pas de figie de Oumniobe, j'ai dit oui. J'ai dit, si vous voyez une effigie de Oumniobe, je vais remettre cet élément-là. Parce que le méga que j'ai mis, j'ai dit, on va défiler avec les familles, il n'y aura pas de... Maintenant, lorsqu'il y en a, on prend le truc, on le remet. Et la police est là. Tout à fait. On va reparler de ça plus spécifiquement tout à l'heure dans la revue des réseaux sociaux. On va donc conclure cette chronique en rappelant simplement qu'il y a une autre forme de répression au plan administrativo-institutionnel qui consiste à nous imposer un seul et même parti, par exemple, qui est majoritaire de façon quand même ostentatoire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, au Parlement, c'est-à-dire au Sénat, si vous voulez. Depuis des décennies, pratiquement, notre législature ne peut pas s'opérer de façon tout à fait démocratique. C'est une forme de violence, tout comme toutes ces habitudes qui sont celles du pouvoir en place, toujours avec un pouvoir bling-bling qui fait tout pour faire étalage de toute sa batterie d'arsenal en termes de moyens, de matériel roulant et tout cela. La magie du pouvoir au Cameroun telle qu'elle est pratiquée, c'est une forme de pouvoir parce qu'on a trop fait de mystifier le pouvoir central alors même qu'il faut rapprocher celui-ci du plus bas peuple camerounais. Merci beaucoup. C'était la colère de Charles Armel sur la répression généralisée vécue au Cameroun depuis de nombreuses années. On prend une pause avant la deuxième partie. Voilà la suite de ce programme avec les messages qui vont être consacrés aux deux thématiques abordées depuis le début. Et puis on va prendre la revue des réseaux sociaux. Donc c'était pour vous le rappeler tout simplement. D'abord l'histoire portant sur la perte du poids de la part d'une dame suivant la volonté de son époux qui voudrait plutôt la voir maintenir son poids. Préférant les femmes plantureuses qui ont des rondeurs. C'est le choix fait par cet homme-là. Et puis, on peut se demander si les femmes ont la latitude unilatéralement de choisir soit d'augmenter leur poids, soit de les diminuer, sans tenir compte de la nécessaire collaboration qu'il doit y avoir dans le couple. Et puis, la colère de Charles Armel tout à l'heure concernant donc toutes ces formes de répression observées au Cameroun depuis les deux premières républiques que nous avons traversées. Sur ces deux thématiques, vos réactions à l'instant avec vous, Megui. Voilà, merci Sam. Il y a donc à ma vie depuis la ville de Tchang qui nous dit très souvent et presque toujours d'ailleurs les revendications populaires prennent d'autres formes à cause de la mauvaise gestion des forces de l'ordre et de l'intrigue des pouvoirs publics. Au Cameroun, la répression est une tradition. Alors, cet autre téléspectateur qui réagit, ne portant pas un doigt accusateur sur les forces de l'ordre, car ils sont là pour prémunir d'éventuels désastres. Imaginez un seul instant, Douala dans l'insurrection. C'est tout le Cameroun qui sera paralysé, mais aussi la sous-région de l'Afrique centrale. Alors... on a cet autre message qui nous dit malgré la colère du cafard, la poule finit toujours par le manger. Je ne sais pas ce que cette citation veut dire pour ce qui est de la colère. Malgré la colère de la femme, le mari finit toujours par avoir raison. Ça, c'est vrai. Ok. Donc, Gaël depuis Bouya, parlant de la crise anglophone, soyons vrais, lorsqu'une vie est menacée, je pense que même le fou protégerait ses enfants. Alors, ne voyons pas toujours ces militaires ou policiers comme des immortels. Ils réagissent souvent quand ils sont menacés. Alors, donc, on a cet autre message. Bon, je sais pas, je vais passer à un autre. Bonjour à vous, désolé de le dire, mais le droit de revendiquer n'existe pas dans ce pays et les forces de maintien de l'ordre devraient encadrer les manifestations et les mouvements de grève, mais ils sont là au service de certains individus et certains partis ont manifesté le 1er octobre, mais un parti a manifesté le 1er octobre, mais il n'y avait pas de répression. Voilà, c'est un Camerounais qui signe ce message. Je suis dépassé par ce pays. Pas de manifestation à l'Omnisport. Nos forces de sécurité trouvent mieux d'aller vidanger leurs citernes de Mami Wata sur les pauvres commerçants et bensikineurs au marché d'Eido. Au marché d'Eido. Et il fallait vivre la scène, Sam Sévérin, pour voir les Camerounais courir de part et d'autre en renversant les marchandises de nos pauvres mamans.
Ok. Voilà, c'est vraiment urgent. Ils ne veulent pas... Bon, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit sur ce plateau. Alors, il ne faut pas reprocher les militaires. S'il n'y avait pas de militaires dans ce pays, est-ce que vous devriez être en studio en ce moment? Donnez à César ce qui est à César. C'est l'Inde, Madja, Moïse depuis... À César, ce qui est à César, ça tombe bien puisque d'ailleurs, hier, lors des célébrations dans les paroisses catholiques du monde entier, puisque j'ai bien pu regarder cela sur la chaîne KTO, en direct de la cathédrale de Paris, Monseigneur le cardinal André 23, qui est donc l'archevêque de la ville de Paris en France, a insisté sur cette thématique, justement, en rapport avec cet évangile tiré du texte de Matthieu qui revenait sur la question qui avait été posée à Jésus, qui a donc répondu, il faut rendre à César ce qui est à César. Très bien. Maintenant, Bombok, je vous repose la question. Vous essayez de nous dire, en matière de sécurité, les forces de l'ordre assurent quoi, les militaires font quoi, les policiers et gendarmes font quoi exactement? En réalité, d'abord, on ne devait pas utiliser force de maintien de l'ordre. Ça a dévoyé le truc au point où c'est l'engomna, comme on dit, l'autorité administrative. On devrait plutôt parler des forces de défense et de sécurité. La défense relève des militaires pour protéger l'intégrité de notre territoire. La sécurité, c'est la gendarmerie et la police qui devraient donc être auprès des populations. Mais je vous mets un défi. Vous pouvez circuler dans les rues de Akwa un dimanche, justement parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et parce qu'on les a mis à la botte de l'administration, des autorités administratives. Les dimanches, c'est les Mangaboko qui font la loi. Voilà, et pourquoi les donc... Qu'est-ce qui peut amener le gouverneur de la région du littoral à descendre, par exemple, à Neubel, pour mettre de l'ordre, à descendre au quartier Makeya, pour mettre... C'est précisément parce qu'on a refusé de faire la sécurité. C'est-à-dire, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, on parle de rapprocher l'administration des administrés. Donc c'est ça qu'on n'a pas fait. Or, on est resté dans les ordonnances de 62 qui met la répression. Or, vous avez vu comment le Camerounais sont matures. On dit, le problème anglophone, il y a un chef de l'État. Oui. Ça veut dire qu'on donne à César ce qui est à César. Toutes les propositions qu'on fait, que ce soit l'Église, que ce soit les hommes politiques, nous les journalistes ou les membres de la société civile, on dit, il faut que le chef de l'État organise un dialogue. Il faut que le chef de l'État. Et lui, il ne le comprend pas justement. On donne à César ce qui est à César. Écoute donc le peuple. Il faut que César écoute son peuple. Et parce que c'est lui qui a les cartes en main, il fasse donc pour que le peuple et lui soient en harmonie. Merci pour cette clarification. On prend donc la revue des réseaux sociaux sans transition avec vous, Megui. Voilà, merci Sam Sévérin et chers téléspectateurs. À propos donc de la revue des réseaux sociaux en premier, on va parler de ce sujet d'actualité vraiment. Il s'agit donc du retour de Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'était samedi. Justement, il est revenu au Cameroun en compagnie de son épouse, tel que vous pouvez le voir sur l'image, après 36 jours hors du triangle national. Alors, il y a eu beaucoup de supputations après justement les travaux aux États-Unis lors de la 72e session voilà, de travail de l'ONU. Le président Paul Biya donc est allé dans un autre pays de l'Europe. On a parlé de la Suisse. Certains l'ont même dit être en Guinée équatoriale. Certains ont même évoqué des possibilités de maladies graves qu'il aurait donc maintenu hors du triangle national. Mais là, selon le protocole qui a été révélé à tout le monde, donc on a pu constater qu'il est parti directement de la Suisse pour le Cameroun. Alors, enfin, il est là. Et qu'est-ce qui devrait donc changer avec sa présence au pays? On sait très bien ce qui se passe actuellement au Cameroun. Les internautes se posent la question. Voilà, belle question. Charles Battu, je voudrais vous inviter à réagir au moins sur 3 éléments, si vous le voulez. D'abord, la posture de tout le panel qui était à l'accueil, et justement, Niat Nzifendi Kavaye et M. Ferdinand Ngo, qui vient au 3e rang, hein, au rang des personnels de l'État, on peut le supposer. Et puis surtout, est-ce qu'on nous a dit, comme il revient, où il était où, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on pouvait avoir l'information? Il faut dire, Sam Sévérin, que tout ce qui concerne le chef de l'État au Cameroun est classé ultra confidentiel. Seuls ceux qui sont tout autour de lui connaissent. Il y a eu un document quand même qui a circulé sur le net, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Oui, on a montré le programme finalement de son départ de Genève. J'ai parcouru cela à l'arrivée des bagages. Oui, les bagages. Et tout ça. Moi, ça me faisait les Sam Sévérin. Moi j'estime que dans une république, les populations ont le droit de savoir. Le droit de savoir dans quel état est leur chef d'État,
Est-ce qu'il est en position de penser? Est-ce qu'il est en position de prendre des décisions? Dans tous les pays dits démocratiques, ça se fait. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait tout un mystère qui entoure? Lorsqu'il revient et qu'on déplace toute la batterie, ça déplace toutes les structures étatiques du pays pour l'accueillir, revient-il d'une mission officielle? Revient-il d'une mission privée, d'un voyage privé? Revient-il d'un voyage d'affaires? Était-il en congé? Finalement, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi tout ce Bataclan, avec des groupes de danse qui sont allés accueillir, qu'on a placés ci et là dans la ville, à des coups d'argent pour exécuter des danses sorties d'autres mains. Mais on se pose toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait quoi finalement? Je m'interroge véritablement sur la question des endroits où vous voyez des haies pour accueillir le chef de l'État avec des gens qui portent des tenues bleues spéciales. D'un autre endroit, ça redisparaît, ça réapparaît à un autre endroit. Mais que veut-on dire? Que veut-on transmettre comme message? Eh bien, ce sont eux qui sont dans le secret. Alors, tendance, il y avait une autre image, malheureusement, on ne l'a pas. L'image de Famendongo et Mebengo avec les militants du RDPC pour dire le papa est rentré. Finalement, on est tous contents, c'est ça. Tout le monde est content, Sam. Mais tu sais que, comme papa est arrivé là, j'ai vu sur les réseaux sociaux comment les gens disaient que tu descends quand à Bamenda. Non, laissez-le se reposer. Il sort d'un voyage. Mais il ne se reposait pas là-bas, là? Non, il réfléchissait comment il va faire pour que le Cameroun redevienne dans la paix. Donc vous aimez précipiter les choses où il ne faut pas. Quelqu'un vient de rentrer d'un voyage, il n'a même pas encore fait une semaine au Cameroun. Vous écrivez, tu descends à Bamenda quand? C'est un patriarche. On a le droit de l'escorter, de l'accueillir. L'accueillir même comme ça sans insulter. Je ne vais pas comment pour que les Camerounais n'insultent plus les gens. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? On insulte le père Niat, que lui-même il est vieux. Il est vieux, que vous-même vous n'êtes pas vieux. Que pourquoi le vieux il est parti l'accueillir? Voilà les gros mots les mots, moi ça ne tient pas dans ma tête. Quand le père est vieux au Cameroun, il sait ce qui se passe parce que quand il n'est pas là, on lui rend compte. Il sait. Maintenant il réfléchit. Comment il doit faire même pour descendre sur le terrain, pour que la paix règne là-bas. Lui, il n'est pas fier. Comme il y a la gare à Bamenda, non. Il n'est pas fier. Donc, laissez papa le temps de se reposer, de réfléchir, pour voir comment est-ce qu'il va faire pour descendre à Bamenda. L'autre image que suggérait Tendance, d'ailleurs, je crois, c'est sur l'âge de ces personnels au sol, effectivement, parce qu'on a donc affaire à un Cameroun entre les mains d'une gérontocratie d'une certaine classe, dont la moyenne d'âge aussi entre 70 ans et 80 ans aujourd'hui. Ça aussi, c'est un problème sérieux, même si on nous dira que l'âge avancé, c'est gage de sagesse, mais tout de même, si tout l'État camerounais est entre les mains de ces personnes-là, je crois que ça peut être inquiétant. Non, c'est inquiétant. Je pense que beaucoup de confrères l'ont dit ici sur le plan national, même international. Je pense que le Point Jeune Afrique avait fait un article dessus, tout un dossier en disant le Cameroun géré par les vieillards. Et ce n'est pas bon. C'est ça qui amène donc à la première question que vous avez posée. Moi, je reviens là-dessus. Ici, par exemple, Ferdinand Gongo n'a rien à faire là. On parle bien du protocole de l'État. Bon, Ayan Luc n'est pas là. C'est lui qui représente une institution de l'État. On ne nous dit pas pourquoi il n'est pas là. On devrait nous dire. Donc, en fait, lui n'est presque jamais là. Et voilà. Et après, le président de l'Assemblée nationale, il devrait avoir des ministres d'État. On ne voit aucun, alors qu'il y a plein de ministres d'État. Si on parle du protocole d'État... Si le Premier ministre n'est pas là aussi. Parce que... Voilà, le Premier ministre n'est pas là. Voilà. On ne nous dit pas pourquoi il n'est pas là. Donc, le Ferdinand Gongo devait l'attendre dans la salle attenante. Parce que lui, même qu'il est ministre, il est secrétaire général de la présidence de la République. Donc il n'a même pas rang de ministre d'État. Voilà, il n'a pas rang de ministre d'État, donc il ne devrait pas se retrouver là. Il doit l'attendre au salon d'honneur s'il ne veut pas le recevoir à la maison. Parce qu'en fait, même au salon d'honneur, ça peut être des commodités, mais il doit l'attendre au palais pour lui dire, Excellence, voilà les dossiers qu'on a. Donc il n'a pas. Maintenant, effectivement, ça arrive pourquoi? Parce que à un certain âge, il n'y a plus de célérité dans l'action publique. Et c'est ça ce Donc on avait besoin de quelqu'un d'un peu plus vif, absolument, un peu plus vif au bas de la passerelle, un protocole léger, et il continue, c'est qu'il est venu pour le truc. Ça nous éviterait donc justement les danses. Famendongo, il va danser quoi? Qu'est-ce qu'il a prévu pour les réformes de problèmes anglophones sur le plan de l'enseignement supérieur? Le ministre des Transports, il est en train de danser alors que la route Bamenda
Babadjou Bamenda s'est effondré. Alors c'est les travaux publics là-bas. Hein. Ah non, mais c'est le transport. Oui, Est-ce qu'il y a le transport pour lui dire que j'ai des problèmes de transport? C'est ça, donc il part danser. Donc ce n'est pas normal. Donc vous voyez, en tenue du parti. On ne veut pas danser en tenue du parti. Mais Bengo porter les fichiers blancs comme il aime bien les belles. Il ne nous donne pas la situation de Camerco, il dira quand et tout ça et tout. Bon, bien maintenant il vient changer le PCA de Camerco, il vient. Bon, voilà, il a plein de dossiers, mais il part danser quand même. Non, je crois que ces gens-là le prennent pour des. Je sais pas. Je crois que c'est même pas pour Paul Biya qu'ils gesticulent. C'est pour eux-mêmes, c'est pour leurs propres intérêts. On ne peut pas toujours rester comme ça. Il y a des moments où on doit déstresser. Il faut danser. Il faut un peu danser pour enlever le stress. Un ministre. Oui, c'est pour enlever le stress. Les gens sont allés jusqu'à insulter même mon père Mbongo qui a parlé le mauvais anglais. Vous-même, vous causez l'anglais. Il a transpiré. On dit qu'il a parlé l'anglais comme s'il ne connaissait pas parler. Vous-même, l'anglais vous dépasse. Ce n'est que pour lui que vous voyez. Bon, peut-être aussi, Megui, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on attend? Comme il y a un air de remaniement dans l'air, oui, on peut le dire. Peut-être ces ministres du Sud, vraiment, qui n'honorent pas toutes les ligues du Sud, sont en train de vouloir... Voilà, chacun doit rivaliser d'adresse pour pouvoir attirer l'attention positivement du père. Comment il fait, Paul Biya? Il est trop fort. Je ne sais pas. Non, puisqu'ils l'ont appelé créateur, c'est lui qui les a créés. C'est un chef d'État, c'est un chef d'État. C'est un empereur, il connaît, il maîtrise ses sujets. Ses créatures. Il maîtrise ses créatures. Donc je veux dire que c'est une bonne chose qu'il soit rentré. Hein. Ça fait juste 2 jours, bientôt 48 heures. On attend de voir avec tout ce qui s'est passé au Cameroun. On a tellement revendiqué sa présence. Maintenant qu'il est là, espérons qu'il fera peut-être des choses bien. Mais le drame, c'est que je vous vois vous contenter comme si c'était un plaisir. Il était où? Ça peut être on doit savoir. Non, on doit savoir. C'est une impolitesse, même au niveau du sommet de l'État, on doit savoir. Où était le chef de l'État? C'est une obligation qu'on sache, parce que c'est notre chef de l'État, il faut qu'on sache. Est-ce qu'il est allé se reposer? Était-il en vacances? A-t-il pris ses vacances? Quand est-ce qu'il prend ses vacances? Pour une durée de combien de temps? Mais il faut qu'on sache. Et s'il était malade, il souffrait de quoi? Il souffrait de quoi? Il faut qu'on nous dise de quoi est-ce qu'il souffrait. Même si on essaie de dulcorer, mais qu'on sache quand même. Un peu comme ça s'est fait au Nigeria avec Buhari. Voilà, on nous a donné les causes de son absence. Et même là où il était interné. Même où il était interné, et même la maladie. Même s'ils ont menti, au moins s'ils ont donné. Et même le vice-premier ministre, qu'on nous dise là où il est. Je ne suis pas d'accord. Il se trouve. Il ne faut pas seulement qu'on nous annonce des nouvelles et tout. Il faut en dire le peuple camerounais généralement surpris dans leur discours. Qu'on nous dise le fond des choses que le peuple soit Amadou Ali, c'est ça. Ou Amadou Ali. Il faut qu'on sache. Charles, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret de santé. C'est les médecins qui savent de quoi je parle. On peut pas vous secret médical. Secret médical, voilà le vrai mot. Merci, madame Mwafou. Le vrai mot, il y a ce qu'on appelle le secret médical. On ne peut pas quand même tout dévoiler. C'est un président. Au moins, s'il est malade, on peut savoir. On doit savoir. S'il est malade. Oui, il ne se sentait pas bien. J'ai dit à votre place. J'ai dit à votre place qu'il ne se sentait pas bien. Vous voulez encore bon, tendance, je vais activer mes réseaux. Tu dois être invité à la prochaine fête au palais par Madame Chantal. Comment elle m'a même gardé les pagnes. Très bien, c'est bien. C'est parce que je ne l'ai pas dit sur le plateau. J'ai les pagnes qu'elle m'a gardées comme ça. Deuxième information. Alors, deuxième information, la ville de Douala hautement militarisée samedi 21 octobre 2017, tel que vous le verrez peut-être dans ces images. On avait des policiers partout, des militaires partout, avec des camions d'intervention, voilà, qui parsemaient les artères de la ville de Douala. Et pour cause, la marche du SDF interdite par le sous-préfet de Douala, Jean-Marie Tchakui, nonobstant donc cette interdiction, le SDF et ses cadres ont décidé que cette marche se ferait quand même. Ça a été donc la résultante de ce coup de force-là mené par le SDF. Cette ville, tel que vous pouvez le voir, les rues étaient pratiquement désertes parce que dans certaines artères, il était interdit de circuler. Des voitures, des motos étaient interdites de circuler. À Bepanda, Omnisport, où devait commencer cette marche-là, c'était hautement sécurisé. Donc les habitants de la ville de Douala se sont demandé alors pour une simple marche, mobiliser tout cet arsenal, est-ce que les choses devraient se faire ainsi? Et ça rejoint justement la colère de Charles Armel qui nous a parlé tout à l'heure de répression. Et les images que vous avez sur vos petits écrans en sont nettement l'illustration. Voilà, alors Charles Armel, je trouve quand même que les Camerounais sont assez je veux dire, pas très conséquents.
c'est un peuple qui, moi, personnellement, commence à me décevoir. Alors, parce qu'il y a quelques escouades de policiers et gendarmes, on vous dit restez chez vous et vous restez chez vous. Personne ne bouge, personne... Or, ce n'était plus seulement la seule affaire de Jean-Marie Chappuis, il me semble, hein, parce que si toute la ville a été quadrillée, ça dépassait très largement le cadre de Douala Premier. Voilà. Sam Sévérin, il faut dire que les gens partaient de... J'ai croisé certains qui sortaient de Mbanga, qui sortaient de la zone de Mbanga. On fouillait même déjà les gens au niveau de Bomono. Ils ont commencé le système de répression, on fouillait Bomono. Tous ceux qui avaient mis des banderoles pour un quelconque événement sur l'axe où ils devaient passer, on s'arrêtait pour demander les autorisations et tout. Il faut dire que la répression n'a pas commencé uniquement au Nisport. La répression a commencé sur tous les axes. Ceux venant de Yaoundé, le bataillon venant de Yaoundé, ceux sortant depuis Nkonsamba, tout cet axe-là, on a bloqué des voitures parce qu'ils arrivaient. Sam Sévérin, lorsque vous prenez votre téléphone à 2 h du matin, allô, oui, c'est qui? C'est moi, je viens de me faire agresser. Vous, c'est qui? Nom, prénom, numéro. Pendant ce temps, on casse la porte. Ils prennent tout le temps de la localisation. Mais pour un peu qu'on dit que c'est X ou c'est Y, aussitôt l'argent du carburant sort. Aussitôt l'argent pour ravitailler les Abraham sort. Il y a tout. Ils ravitaillent, ils changent pour descendre, déstabiliser. Savez-vous simplement que toute la journée de samedi, il y a une femme qui s'est écroulée. Et je crois même qu'aujourd'hui, elle a rendu l'âme dans cette zone de Bépan, dans le sport, tout simplement parce qu'on devait la transporter pour l'amener à l'hôpital. Parce que ces gens ont fermé tous ces différents axes pour une seule personne. Tout le monde devait marcher à pied. Tout le monde devait marcher à pied, même pas les motos circulaires, vous devez aller à pied. Voilà une femme qui fait une crise et qu'on doit sauver. On va voir ces éléments. En disant à ces éléments qui sont debout qu'il y a une dame, ça ne va pas à la maison, est-ce que l'une de vos voitures peut aider? Les gens disent que ceux qui ont entendu disaient que les gens vous avez dit que vous devez marcher. Dites-moi, on protège quelle population? Qu'on protège quelle population? Non-assistance à personne en danger entre à quel niveau? À ce niveau-là. Ceux qui devaient prendre les médicaments, ceux qu'on a chassés du travail parce qu'ils n'ont pas pu être au travail à l'heure, ceux qui détenaient les clés de leur structure qu'ils devaient ouvrir, qu'on a supprimé, on n'a pas averti qu'on devait faire le calé-calé. Les gens se lèvent et découvrent devant leur porte des hommes couchés. Des hommes couchés avec des armes. Mais ça, nous sommes quand même... Non, c'est suffisamment grave, Bombok. Je pense que c'est inacceptable dans une république sérieuse et c'est pour cela qu'on ne peut pas laisser passer cela de cette manière. Bombok, je ne sais pas ce que cela vous suggère. Finalement, on est dans un état totalitaire. Sam, de la tristesse. Écoutez, Sam, une manifestation prévue pour l'arrondissement de Douala Premier. Mais on fait sortir le groupement spécial des opérations. C'est un corps d'élite de la police qui ne sort que pour tuer. Parce qu'il faut dire les populations comme elles sont. Ils vont vous dire, ils sont pour les opérations spéciales. Opération spéciale du GSO, c'est pour tuer. C'est quand il y a le grand banditisme. Ça veut dire qu'on assimile la marche des gens connus comme du banditisme, du grand banditisme. Et doublé à cela, l'école internationale des forces de sécurité. C'est une école internationale. Vous avez vu les engins. Que vient-il faire? Peut-être le Cameroun est-il attaqué par le Nigeria, par le Gabon, je ne sais pas qui. Par quelle force extérieure où on apporte ces détachements? Ces deux déjà, ça montre, comme vous avez dit tout à l'heure, que ce n'était même plus au niveau du départ du préfet, même du gouverneur. Donc, c'était au-delà du gouverneur. C'est là où j'ai donc compris, quand je vous disais tout à l'heure que ce régime, lorsqu'il veut parler de la répression, vous parlez de Direction générale à la recherche extérieure. Et que était venu faire Maxime Koeko? Vous comprenez donc que là, sûrement, ça vient en haut lieu. Ça veut dire qu'on a dit, ces gars de Douala, vous pouvez les tuer. Vous avez l'autorisation de tirer à balles réelles. La force a été sollicitée pourquoi? Je n'en sais rien, justement, puisque à ce moment-là, c'est aujourd'hui, après peut-être leur réunion de sécurité qui est en train de se passer dans les services du gouverneur à ce moment, qu'on pourra dire. Mais à ce moment, les quelques contacts que j'avais m'ont dit, toi aussi tu parles trop, on ne te dit rien. Bon, voilà, j'ai voulu me renseigner, comme disait Charles Amel, au niveau du château de Niala. Vous avez vu les chars anti-émeutes, les camions anti-émeutes, mais vous faites quoi là? On me dit, passe ta route, comme disent les Camerounais. Bon, écoutez, Sam, c'est très grave et effectivement, je pense que les Camerounais... C'est de l'intimidation, il faut que les Camerounais commencent à se révolter. À commencer par les partis politiques. Moi, je les suggère de demander systématiquement de déclarer les manifestations dans les 360 sous-préfectures du pays. Dans les 360. Ces choses-là, tout le monde a vu ce qui s'est passé en 2008.
En 2008, ça a toujours commencé petit comme ça, petit, jusqu'à ce qu'on a vu ce qu'on a fait. Quand on dit que le père Nietzsche avait dit que coûte, il y aura marche. Maintenant, on a amené ces gars pour qu'on essaie de déstabiliser tous ceux qui voulaient marcher. De deux, bien, ils ont trop fait, parce que même pour aller au marché le matin de ce jour, ça n'a pas été facile pour moi. Je suis allé contourner, j'ai marché, j'ai souffert. Ça m'a aussi permis de faire le sport, mais je ne suis pas d'accord pour ceux qui devaient partir travailler ailleurs. De deux, il faut souvent ça pour que certains Camerounais se calment. En 2008, ça a commencé comme c'était les blagues. Voilà après, les tueurs du GSO. Les GSO, ouais. En 2008, quand j'ai vu, comme ça me suis rappelé, de 2008, parce que quand on dit qu'il y a grève, il y a manifestation, il y a marche, les brigands se cachent derrière. Pour faire de n'importe quoi. Maintenant, comme le pays va mal, on ne veut plus que les gens partent détruire, casser les maisons des gens, aller se poigner entre eux les frères, aller brûler les roues. Ils étaient obligés de faire ça. J'étais d'accord, comme je suis d'accord, comme je ne suis pas d'accord. Tu vois un peu, non, ça. D'une part, ça m'a plu, d'une part, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu dans le sens où ils ont encore trop fait. Hein? Mais ils veulent faire bien. Ils voulaient bien faire, après ils ont encore gâté. Donc j'ai mélangé les deux. J'étais d'accord, comme je n'étais pas d'accord. Alors, mais Guy, si tout le peuple de Douala, par exemple, se lève, finalement, est-ce que toutes ces forces mélangées, combinées, pourront tenir? Parce que là, puisque l'État fait la démonstration de ce qu'ils ont la force légitime, des chars, des anti-émeutes et tout le reste, finalement, peut-être parce que, profitant de ce que le peuple camerounais jusqu'ici est resté un tout petit peu timoré. Oui, c'est une question. C'est une question assez embarrassante. On passe au troisième sujet. Oui, si ça assez vous embarrassante parce que je ne souhaite justement pas qu'il y ait cette confrontation-là. Oui. Que les choses se passent toujours bien. On peut encore, espérons qu'on peut avoir beaucoup de bonnes choses par le dialogue. Mais une confrontation entre le peuple et les forces de l'ordre, nous sommes tous fils de ce pays, donc je ne souhaite pas. C'est les élèves gendarmes qui étaient de ça. Ils ont fait fort. Qu'est-ce qui coûtait? Nous savons que le SDF a à lui seul sa police. Le SDF a sa police. C'est-à-dire, avant d'attendre la police, les forces de maintien de l'ordre, ils ont leur police. Est-ce que dans les engagements pris par Jean-Michel Nietzsche, on n'a pas tenu compte de cela? Est-ce que tout ce bataillon qu'on a fait venir de 4 coins du Cameroun pour venir mobiliser ne pouvait pas encadrer cette marche? Voilà. Ne pouvait pas encadrer cette marche, quitte à ce qu'ils sortent même comment on appelle ça, les détecteurs de métaux, qu'on fouille tous ceux qui vont devoir marcher, quitte à ce qu'on encadre cette marche. Mais Ok. De toutes les façons, on aura plus de réponses dans les prochains jours si les confrontations vont se poursuivre, si l'administration va continuer à solliciter les forces de l'ordre venant même de la capitale Yaoundé, pensant pouvoir donc réprimer tout le monde, et bien on va croiser les bras et se considérer comme étant en état de siège, donc pratiquement sans toute velléité finalement de manifestation. La dernière information. Donc on va passer à toute autre chose. Qu'est-ce qui fait encore jaser sur le net justement cette découverte-là d'une usine de fabrication de produits cosmétiques dans l'appartement d'un fonctionnaire au quartier Nkwaban à Yaoundé. Un stock de 11 000 produits cosmétiques a été saisi donc dans cet appartement qui faisait office d'usine de fabrication au quartier Nkwaban. Cette découverte a été faite par des équipes de la délégation départementale du ministère du Commerce, à en croire les témoignages de certains voisins. Ce laboratoire qui sert en même temps de lieu d'habitation d'un fonctionnaire reste toujours fermé en journée. Une fois la nuit tombée, les portails s'ouvrent pour laisser passer des camions et d'autres véhicules qui viennent transporter les marchandises. Alors, à la lecture de cette actualité, de cette nouvelle-là, les internautes se posent une question de savoir, alors, à quel danger est-ce que s'exposent les consommateurs camerounais? Est-ce que les produits qui nous sont vendus sont contrôlés, justement? On parle aujourd'hui de cancer de la peau, avec justement des mauvais produits cosmétiques qui nous sont vendus ça et là. Qu'est-ce que le gouvernement entame comme disposition, justement, pour essayer de résorber ce type de problème? Oui, tendance. Ouais, mais Guy, je comprends pourquoi toutes les femmes veulent devenir brunes maintenant. Et les produits, on vend moins cher. Moins cher. Il y a de ce nom là-bas où tout le monde maintenant veut faire le njang-sang. Mais à l'heure, c'est que le gomme a mis la main sur ça. Je n'ai pas dit que c'est des produits décapants. Hein, non, tu sais que parfois les gens disent que ce n'est pas décapant, ça ne prend pas l'hydroquinone, pourtant ça prend. Tel que je vois les produits là, tout le monde aimerait, certaines femmes, je ne peux pas, ne m'insultez pas sur Facebook, certaines femmes veulent devenir brunes, teint clair, même si elles ne se décapent pas.
Parce qu'il y a les femmes qui vont te dire, je ne me honte pas. Pourtant, vous mettez l'huile sur vous. Et comme déjà, on a démantelé l'endroit où on fabrique. Vous fabriquez avec quel produit? Quel acide? L'eau de javel. Tu vois quoi, nous mourrons au pays sans. Parce qu'à nos jours, si tu arrives au marché, mamie condiment même, te fait le lait de toilette. Tu vois comment on veut nous finir? Est-ce que ça passe dans les machines? Vous avez mis quel produit pour que ça ne nous donne pas le cancer de la peau? Point d'interrogation. Vous êtes parti dans quel dans quel laboratoire? Voilà. Il y a quel laboratoire qui a confirmé que les produits là peuvent pas nous donner le cancer? C'est pour ça que tous les Camerounais sont malades. Et on cherche les commerciaux. Ils partent dans les parfumeries, vendent. Quand on arrive dans les parfumeries, les supermarchés, on voit quand une boîte est belle. Avec les filles des rayons, on nous convainc, on prend, on utilise. Bonjour la catastrophe. Tu vois aujourd'hui une fille de 17 ans qui a le cancer de la peau, ça sort d'où? C'est tous les produits comme ça. Alors, est-ce qu'on peut limiter avec cette invasion justement des faux produits dans le cosmétique? Alors, il faut dire, il y a déjà deux causes. Avant d'arriver aux solutions, Sam, vous avez des élèves, des étudiants qui sortent des universités où ils apprennent comment composer à partir des molécules de lait, Sam Tchevera. Ces jeunes sortent, ils veulent être recrutés, ils veulent mettre leurs connaissances au service, mais jamais on ne leur offre la possibilité. Il y a ceux qui décident de se battre, démarrer comme ça, parce que toute la majeure partie des entreprises commencent d'abord dans les formels avant de se rendre formels, d'autres qui fuient, qui s'exilent, ils vont à l'étranger. C'est ce qui a donné à une certaine période, on retrouvait des faux whisky qui étaient commercialisés, on savait que c'était les enfants qui sortaient du lycée technique donc Col Bisson, lycée technique, un peu partout, qui avaient appris cette technique de composition de whisky. On a traqué à un moment donné les différentes boîtes de nuit, les tabacs où on a réussi à récupérer, bien qu'aujourd'hui ça continue à prospérer. Sam, vous allez au niveau du Sénégal, au niveau du Mali, au niveau du Ghana, au niveau de l'Afrique du Sud, les ministres, les responsables en charge de la santé ont pris ce problème comme étant un problème de santé publique. Sam Severa, ils l'ont pris, ils ont fait de ça un problème. La preuve, au Sénégal, c'est interdit la commercialisation des produits à base d'hydroquinone. Jusqu'à un certain âge, c'est interdit l'utilisation. Pourquoi au Cameroun, on a un ministre de la Santé qui ne fait pas son travail? Parce que là, il faut le préciser, ça commence par la traque. Est-ce que tout ce qui est commercialisé dans les rayons sont bons? Est-ce que toutes ces structures qui sont légalisées, à qui on a donné la permission de commercialisent les bons produits? C'est par là qu'il faut qu'on commence par frapper. Et partant de là, on va mettre la main sur un ensemble de choses. Est-ce que les produits qui sont commercialisés sont bons pour la peau noire? Ça encore, c'est une autre question. Parce qu'il y a des produits qui sont adaptés uniquement pour la peau blanche et des produits qui sont adaptés uniquement pour la peau noire. Alors, s'il faudrait qu'on commercialise n'importe quoi ici, que cela soit validé, qu'ils descendent dans les brocantes. Ça, je verrai permettez-moi, qu'ils descendent dans les brocantes. Dans les brocantes, il y a des produits périmés, extrêmement périmés, dont on a refait la date de péremption. Qu'ils commencent par descendre par là avant d'arriver ailleurs. On met là même le détergent. Avec la glycérine pour mettre sur On est rendu à la fin de cette autre rubrique, donc on va passer à la prochaine étape, interpellation. Mais il faut juste changer de mentalité, de la base au sommet. Ça ne concerne pas seulement les gens qui sont au sommet, les dirigeants. Déjà, la base, il faut que le simple Camerounais qui est commerçant, qui soit honnête, qui paye les impôts. Celui qui est au bureau, qui travaille, qu'il fait bien son travail. Et ceux à qui on paye même ces impôts, qu'ils utilisent cet argent à bon escient, qu'ils ne soient plus trop égoïstes, qu'ils ne travaillent pas rien que pour eux. Donc voilà le problème du Cameroun. Qu'on fasse n'importe comment, que le FMI donne même tout l'argent du monde au Cameroun. Si on va avoir la même mentalité, je crois qu'on ne peut pas tenir le coup. Hein. Pour moi, c'est ça. Voilà, Mbombok Megui, je vais vous interpeller sur la question suivante. Doit-on vraiment toujours exercer la pression fiscale sur les citoyens? Je veux dire, est-on obligé toujours de payer les impôts ou bien payer des choses comme les péages, sachant qu'au niveau de l'argent des impôts du trésor public, c'est plutôt le gaspillage qui en est fait avec une utilisation qui va plutôt alimenter le train de vie des personnels de l'administration. Et puis pour le péage routier aussi, on peut élargir cette question-là vu l'état de ce réseau routier aujourd'hui.
Est-ce qu'on doit payer toujours malgré tout? Non, moi je pense que le Camerounais doit venir maintenant à ce qu'on appelle, se rendre à l'incivisme. L'incivisme fiscal, même l'incivisme administratif et tout. Peut-être on va nous reprocher de dire, on ne dit pas aux gens de ne pas respecter les institutions, mais lorsque eux-mêmes ils disent trop d'impôts tue l'impôt, comment vous allez commencer ou bien qui vendent la butacola, de payer l'impôt, et vous ne leur aménagez pas un point de vente de ces butacola-là? Pourquoi vous mettez dans les routes les postes de payage routier et que c'est à ce moment que la route commence à se dégrader et on ne fait rien? Donc voilà les situations dans lesquelles qui devraient pousser les citoyens à se rebeller contre l'État central. Parce qu'en fait, c'est là d'où viendra la solution. Parce que je me rappelle encore, dans les années 1986, lorsqu'on entre au FMI 87, on avait commencé à dire au président Biya que ça va mal, la moralisation est en train de foutre le camp. Et tout, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'on construisait les bars à côté des établissements scolaires. Après, on dit aujourd'hui, mais les Camerounais aussi, ils ne veulent pas. C'est 30 ans, Sam. On nous a amené là 30 ans. Parce que, or, nous, quand on grandissait, on savait que l'ordre venait d'en haut. Tout venait d'en haut. Mais c'est la rumeur qui venait d'en bas. Or, maintenant, on a installé un régime d'impunité. Et qui plus est, quand la même période, il dit à Eric Tindje, quand il lui dit, on détourne, il dit, est-ce que vous avez les preuves? Alors que c'est à lui que sont adressés tous les rapports, que ce soit la centrale des risques de la BEAC, ou la DGRE, ou les services de renseignement et tout, ou même la préfectorale. Il l'espère aujourd'hui, on vient dire, les Camerounais ne veulent pas, c'est là où j'ai dit, je conclue en disant, on balaie un escalier en commençant par le haut. C'est le haut et nous devons commencer par l'incivisme. Justement placé son mandat sous le signe, son règne sous le signe de la rigueur de la moralisation. On voit malheureusement qu'on est dans l'inverse, la corruption est galopante. Je vous repose donc la question, doit-on continuer d'être des citoyens modèles qui paient l'impôt, qui paient le péage, alors même que l'argent qui en est dégagé est plutôt utilisé à d'autres fins, Megui? Mais en principe, hein, c'est des choses qui sont bien, c'est-à-dire pouvoir payer ses impôts, pouvoir payer payer ces tickets de péage, parce que ça devrait normalement contribuer au développement de notre pays. Mais maintenant, c'est même fait parfois. Et l'argent donc qui est récolté, à quoi est-ce qu'il sert? C'est ça le problème. La taxe de l'aéroport, justement, est destinée à quoi, par exemple? Je ne sais pas, c'est toujours 10 000 francs, on comprend? Oui, c'est 10 000 francs. Non, c'est 10 000, mais on a mis ça dans les billets d'avion. Donc on ne paye plus directement. Voilà, donc c'est ça en fait l'incongruité. On veut bien pouvoir participer au développement de notre pays, mais quand en même temps, vous payez chaque fois, vous avez, je ne sais pas, de Douala pour Bafoussam, je ne sais plus combien de péages vous avez sur le chemin, mais vous regardez la route sur laquelle vous circulez, franchement, ça peut pousser les uns et les autres à se rebeller et à se dire que, mais c'est pas possible. On va payer des impôts, pourquoi? Quand on n'arrive même pas à voir c'est-à-dire que le b.a.-ba de ce qui pourrait contribuer au bien-être des populations. On n'a rien du tout. Des bacs à ordures, il y a des endroits ici, Sam Sévérin, où vous passez, vous vous demandez, mais cette société qui est là, qui s'occupe de ramasser les ordures ménagères, qu'est-ce qu'elle fait? Le tronçon entre Carrefour Tif et Carrefour Idéal. Il y a une poubelle là-bas, et juste à côté de la poubelle, il y a un trou dans la chaussée. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est collé. Il y a une poubelle, je me demande si ça ne fait pas plus de 4 mois qu'on n'a pas libéré cet espace-là d'ordures ménagères. Ça a pris la chaussée et c'est juste au bord d'un train. À côté, il y a un gros trou dans la chaussée où on a été obligé de placer des roues de camions pour pouvoir prévenir les utilisateurs de la route. Mais c'est terrible quand même. C'est vraiment... En plein cœur de Douala, à Douala premier. Et ce n'est pas le seul, c'est pas le seul endroit dans ce cas-là. Voilà. Donc, mais vous n'avez pas très clairement répondu, mais je vous comprends. Non, mais j'ai répondu, j'ai dit justement, au vu de toutes ces situations, ça pourrait pousser les gens à se rebeller. À l'incivisme, oui. Les plus petits contribuables, comme oui, Sam, comme moi. Comme PDG, tu comprends, non, Sam? Dans les impôts, on te dit, il y a l'OTVP. Tu payes l'OTVP. Le petit nom que tu as mis sur la plaque, il faut encore payer lettre par lettre. Ça entre dans quel compte? Ça s'appelle comment? Je ne connais pas mal le nom de ça.
C'est bon, mon qui connaît. Ça, c'est sur la publicité, ça se fait la communauté urbaine. Oui, papa, on te dit... Donc, vous avez même votre shop, on vous interdit de marquer ici établissement tendance. On te permet même pas de dire tendance que fashion. Non, tu dois aussi payer ça. Et lettre par lettre. Si tu as fait la plaque comme ça, tu payes selon la dimension. Tu as un chantier, on te dit paye le permis de bâtir. Ou c'est quoi? Ils ont dit un nom là, c'est ça, mon permis de bâtir. Permis de bâtir, même que tu ne sais un peu qui vient te demander de payer. Celui-ci vient à son tour. Son frère vient à son tour. Pour finir même, on ne comprend rien. Megui parlait de la poubelle. Là, c'est ce que tu connais, Megui. Descends la gare de Neben. Descends dans les marchés, c'est le Terminator. On ne respire plus. Douala maintenant est devenu ville poubelle. Voilà le nom que je donne à Douala. Mon beau pays, que vous voulez gâter. Avant, je vous supportais, maintenant, je ne vous supporte plus. Encouragez même les jeunes à investir. Quand tu enlèves une fille de leur maison que, ma chérie, viens travailler ici pour avoir peut-être 5 francs à la fin du mois. Tu as enlevé une Camerounaise du chômage. Alors qu'on parle de la lutte contre le chômage et la pauvreté au Cameroun. Et en matière d'assainissement de la ville, la communauté urbaine n'a toujours pas accédé à la demande, parce que j'ai même devant moi le document en réalité qui rappelle, c'est un document du secrétaire général des services de la présidence, écrit au service du Premier ministre en matière d'organisation du ramassage des déchets au niveau des centres urbains, une correspondance qui date de janvier 2017, comme tout à fait par hasard. Hein. Donc, comme c'est là, on dit, c'est Ngongo qui écrit, le tout-puissant Ferdinand Ngongo, qui écrit donc pour dire que dans l'optique d'une meilleure gestion du secteur d'activité suivisé, eu égard aux difficultés récurrentes rencontrées par la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun, eh bien, j'ai l'honneur de vous faire connaître que Monsieur le Président de la République, finalement, a prescrit l'ouverture à la concurrence de l'activité de collecte et de traitement des ordures dans les centres urbains. Voilà, donc vous voudrez bien à cet égard prendre en liaison avec les administrations concernées toutes les dispositions appropriées pour la mise en œuvre d'une procédure d'appel à la concurrence. Donc, c'est écrit et c'est signé depuis janvier 2017. Donc, toutes ces administrations doivent ouvrir ce secteur. On termine l'interpellation avec vous sur le civisme, Charles Amel. Alors, Sam Sévérin, lorsque le Camerounais lambda ou le touriste lambda n'a pas la possibilité d'avoir accès dans une ville comme Douala à des toilettes décentes, pour parler comme un quartier, des toilettes décentes, ça implique déjà le premier fait qui pousserait déjà les populations à se rebeller. Ce serait les toilettes publiques. Partant de rond-point d'école publique jusqu'à Bombil-Bonacquamois, demander à faire pipi, si ce n'est sur la jante d'une voiture mal garée, ce sera dans un carniveau dont on a laissé expressément béat pour vous permettre d'uriner. Sam Sévérin, partant de là au feu de signalisation complètement absent, abandonner désormais tous ces carrefours à ces jeunes policiers qui se démènent comme des beaux diables pour orienter, créant même parfois plus d'embouteillages qu'il ne faut, vous aboutissez à ce que j'appelle des embouteillages monstres. Connus. Depuis Total Niala, Château Niala, vous arrivez à Lokbaba, vous arrivez à Soukavin, Dogbon, Zachman, toute la zone de Zachman qui ressort à désert, Dogbon, Makepe Misoke, boulangerie de la paix, école publique, où vous passez par Ndokoti, Bénédicte, Carrefour Agip, Mbopi, c'est connu, c'est des bons embouteillages. Vous aboutissez à l'insalubrité parce que entre deux embouteillages, deux avancées, perte de carburant dans votre voiture qui n'a que 2000 ou 3000 en termes de consommation, vous respirez des odeurs insalubres qui vous polluent, qui vous l'atmosphère les poumons. Pendant que vous évoluez, vous tombez sur le trop-plein de contrôle routier où on vous dit, monsieur, vous ne devez pas circuler ici, pendant que les bensiquineurs circulent là-bas. Il y a tellement de raisons pour lesquelles les individus devraient véritablement se rebeller dans cette ville. Vous laissez tout cela, vous avez la station de péage et de pesage où vous ne pouvez pas circuler comme vous voulez parce que X ou Y camion a fait l'accident en voulant virer pour aller faire la station des ECA, à la sortie, à l'entrée de Kribi, au niveau de l'évêché. C'est tout un gros désordre qui est orchestré à ce niveau tout le temps. C'est-à-dire que là-bas, vraiment, tous les camions, ils font comme ils veulent, hein, surtout à la tombée de la nuit, finalement. Donc, merci beaucoup. Donc, au-delà, nous n'en appelons pas à l'incivisme jusqu'ici, parce qu'il ne faut pas en même temps qu'on nous dise que nous sommes des subversifs. Parce que Issa Chiroma nous écoute de très très près et nous ne voulons pas lui donner l'occasion, ni même au CNC, de s'abattre sur nous. Donc on va donc passer à la prochaine étape. Et c'est un de nos partenaires finalement. Donc c'est Grand Bazar à l'instant. Wonderful chez Grand Bazar.
Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout! Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, on va accueillir le représentant de Grand Bazar sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à toute l'équipe du Zénith et bon début de semaine. Bon début de semaine également à tous nos fidèles clients et bon début de semaine particulièrement à mon directeur général qui est assis tout le moment pour nous écouter ici. Alors, depuis vendredi, nous vous annonçons l'arrivage massif des tricycles et motos chez Grand Bazar. Avant de parler des tricycles, je vais annoncer à toutes les fans des CG qu'il y a l'arrivage des CG dans tous les magasins Grand Bazar, toutes les agences Grand Bazar, courez rapidement pour acquérir votre moto CG. Alors pour revenir au tricycle, je saisis l'occasion pour remercier les fans des tricycles Lifan qui depuis 2 mois ont versé de l'argent et ont attendu. Les tricycles Lifan sont déjà là. Alors hier, nous avons ouvert notre chaîne de montage pour monter les tricycles et mettre à votre disposition à partir de ce matin. Donc courez dans nos agences Grand Bazar ce matin et entrez en possession de votre tricycle Sam. Voilà, on va donc parler de ces tricycles, les nouveaux, la nouvelle formule. Oui, les tricycles Lifan dites New, ça veut dire tout simplement que ces tricycles ont été améliorés et modifiés techniquement par rapport à l'ancien stock. Plusieurs éléments qui ont été modifiés comme le gros réservoir, le gros pont, le phare laser, les fourches avant bien renforcées et dosées avec une capacité de 8 centimes de ces fourches avant. Vous allez les observer quand vous allez passer chez nous tout à l'heure au feu rouge Bessengue. La carrosserie plus grande et spacieuse, le gros pont avec booster, carburateur réduit pour une faible consommation et enfin les lames de ressort, 20 lames de ressort, 10 par côté et les doubles amortisseurs d'un côté par tricycle en dessous de la carrosserie Sam. Voilà, et quels sont les autres avantages de ces tricycles? Voilà, les tricycles New ont des avantages que vous ne trouverez jamais ailleurs. Vous recevez gratuitement après l'achat un casque de sécurité, un manteau, un choisible lumineux, un lecteur MP3 plus 4 mémoires de 16 Go. Tout ceci couronné par une grande tombola tricycle Lifan où vous avez la possibilité de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul à travers cette tombola. Tout simplement, c'est l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan qui est lancé. Vous ne trouverez tous ces arsenals d'avantages nulle part ailleurs que chez Grand Bazar en achetant un tricycle Lifan à partir de 999 900 francs CFA en moins de 2 millions. C'est opération un Camerounais, un tricycle Lifan chez Grand Bazar. Alors, tout simplement, je vous invite déjà, ne courez plus, ne murmurez plus, courez chez Grand Bazar parce que vos tricycles sont déjà là. N'attendez plus, ne dites plus que vous avez versé de l'argent et il n'y a pas de tricycle. Voilà. Sam. Merci bien. On en arrive à la fin. On rappelle qu'il y a pour tous ces produits une garantie minimale de 6 mois. Voilà. Donc on transmet à votre suite également nos salutations à votre directeur général dont vous nous avez appris qu'il regardait ces programmes et à très bientôt. Merci Sam. N'oubliez jamais que chez Grand Bazar avec les tricycles Lifan, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Wonderful chez Grand Bazar.
Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré. Le Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, on rappelle qu'à l'international, quelques instantanés, on a appris finalement très tôt ce matin qu'il est retourné en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, de solide réputation après 3 mois de vacances parlementaires, une arrivée assez tumultueuse au niveau de l'aéroport, parce qu'on sait qu'en son absence, un de ses plus proches collaborateurs avait été arrêté. Il est bien parti à Printemps pour être de la bataille des élections de 2020 là-bas en Côte d'Ivoire pour pouvoir essayer de succéder à Alassane Dramane Ouattara. Et puis, concernant un autre ancien chef d'État, Mbombok JFK, qu'est-ce qui s'est passé en 1963? On le saura peut-être avec la déclassification des tout derniers documents dont Donald Trump a choisi de donner l'ordre hier concernant John Fitzgerald Kennedy. Tout à fait, et on saura davantage si la CIA, le service secret, ont participé ou pas à cet assassinat-là. Voilà, ça fait 54 ans au moins. Voilà, quelques derniers messages, Megui, avant de sortir. Voilà, donc on a ce message voilà, qui nous parle de l'histoire du jour. Ces hommes sont mauvais, ils veulent que tu sois comme un éléphant, pourtant ils aiment les mannequins dehors. Voilà donc un autre message, l'amour est au-dessus de tout, l'essentiel c'est l'harmonie et surtout le dialogue dans le couple, le reste c'est du blablabla. C'est Flore qui nous envoie ce joli message. Voilà donc on a cet autre message, tout cela concourt toujours à radicaliser les gens. Ils sont forts aujourd'hui, demain ils partiront avec tout le peuple camerounais sur leur dos. Comme quelqu'un a dit, qui tue par l'épée meurt par l'épée, what and see. Alors, nous sommes des Africains et nous aimons pas mais adorons les dames aux courbes, on dit de Berry. Donc, j'entends Bonabéry. Le mari devrait se préoccuper de la santé de sa femme au lieu de mettre en premier son égoïsme. Alors, bonjour, c'est un hypocrite qui ne pense qu'à lui. C'est Madame Kingé qui nous envoie ce message. L'homme qui dit à sa femme « Je n'ai pas de problème avec ton poids » est un égoïste et hypocrite à la limite. Bon, pas toujours. Il y a toujours. L'homme qui dit à son épouse « Je t'aime » comme ça, ça veut dire qu'il est hypocrite. Ça veut dire donc que tous les hommes qui disent à leur épouse « Je vous aime », c'est mauvais. On ne le dira plus. Voilà. Donc, Camerounais, Camerounaises, nous sommes finis. Le Cameroun vit la guerre froide actuellement. Nous sommes en état de siège. Si on veut marcher, on met en état de siège. Est-ce que, Charlemagne, on peut parler de situation de guerre froide relative finalement au Cameroun aujourd'hui? Il faut dire, Somme Sévérin, que les Camerounais ne sont pas contents. Les Camerounais ne sont pas contents et ils ont eu plusieurs occasions de manifester leur frustration, les frustrations qu'ils ont. Parce qu'en face, nous avons un gouvernement muet. Nous avons un gouvernement qui ne réagit pas. Regardez juste l'ampleur des revendications qui sont faites sur le plan social. Depuis peu, on parle de dialogue social, de vivre ensemble. Pourquoi parle-t-on de vivre ensemble s'il n'y a pas une fracture sociale évidente? Alors il faut dire qu'on est dans ce guerre parce que les populations aujourd'hui sont en train progressivement de se poser des questions. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y a sorti tentative de manifestation, c'est un ensemble de questionnements qui n'ont pas obtenu des réponses que les populations cherchent à aller trouver de ce côté de la rue. Il est temps pour nos gouvernants, il est temps pour ceux qui sont assis d'apporter les bonnes réponses. Ah, vous pensez qu'ils peuvent encore apporter quelque chose? Alors, que peut faire le président? Vraiment un geste de sa part qui, de votre point de vue, peut décrisper un peu l'atmosphère? Je pense que le président devrait commencer déjà par prendre les chefs traditionnels qui ont lamentablement échoué, les mettre de côté
premièrement. Deuxièmement, aller directement avoir une discussion avec les principaux acteurs sociaux. Discuter avec les acteurs sociaux de face. Restituer véritablement à chacun le droit. Parce que pendant mais pas seulement dans la partie anglophone, parce que le non, je dis à tous, je parle, global, je parle du Cameroun tout entier. Ça. Discuter avec les acteurs sociaux, c'est-à-dire front-off, discuter avec eux, organiser un ensemble, c'est les états généraux dans tous les domaines où il sera le pilier, où il sera le moteur, où dès la sortie de la salle, il sera assis dans une autre pièce où on va porter les rapports, les bons rapports à l'immédiat et venir les lui remettre afin qu'il puisse prendre non seulement connaissance et pour prendre des décisions qui s'imposent. Tendance, on va sortir. On est à la Président Sam, je vais critiquer comment comprendre que le biwele qui est le folon, les femmes achètent au marché qu'on a à bouillir à la maison, faire les boules. Laissez les boules comme ça à 100 francs. Je vais vous suspendre ça. Vous allez acheter vos folons, prendre le temps de nettoyer la maison, laver à plusieurs eaux avant de préparer. Pourquoi vous aimez la facilité comme ça? Pourquoi vos maris mangent les bourratifs? Le folon, Sam, il faut beaucoup laver les légumes. Maintenant, on boule le folon à la maison, on presse, on met en boule pour vendre à 100 francs. On va suspendre ça. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Vous voulez vous moquer de qui? J'aime cette émission. On va sortir. Au nom de la liberté de critiquer, vous l'avez dit, Charles Amel Bachou, les Camerounais ne sont pas contents. Ils sont tout aussi mécontents dans le domaine du digital et des télécommunications et de tous les services qui leur sont proposés de la part de tous les opérateurs. Alors, depuis la crise qui a agité le principal opérateur, le fournisseur de tous les autres, l'opérateur historique, comme on l'appelle, à un des opérateurs d'obédience française, bon, nous n'avons pratiquement pas dit grand mot là-dessus. Bon, puisqu'on est déjà sorti de la crise, on va au passage regretter d'ailleurs la faible communication qui a été celle de l'un de ces opérateurs-là, principalement concernés, puisqu'au passage, on a eu droit qu'à un communiqué comme cela du directeur des relations institutionnelles, M. Samuel Ngondi Ebois. Pas l'ombre d'un seul représentant du département de communication de cette entreprise sur un des plateaux de télévision jusqu'à hier dimanche où il était question toujours de ce problème-là où des gens qui n'étaient pas directement impliqués étaient plutôt obligés de parler d'une affaire où pourtant il existe bel et bien des responsables de communication qui sont plutôt assez bien payés au passage aussi. Bon, c'est une pique comme cela. Mais revenons dans le fond de l'affaire pour reconnaître que oui, il ne fallait pas qu'il y ait un peu manque de loyauté de la part de cet opérateur et que c'est à l'ART qu'il revenait de suspendre les communications d'un tel ou tel opérateur. Au dernier moment donc, le principal opérateur qui a été étranglé a été obligé de payer la facture parce qu'on dit qu'il ne paye pas généralement toutes ses factures. Mais si on en est arrivé là, toute cette cacophonie, c'est aussi et peut-être surtout la faute des postes et télécommunications. Je veux parler du département concerné, le ministère des postes et télécommunications ou alors le gouvernement chargé de ces questions-là qui a laissé toutes ces personnes s'installer sans véritablement définir le cahier de charges des uns et des autres. Et puis je vais terminer en demandant quand même à l'ensemble de ces opérateurs-là de respecter également toutes les promesses qu'ils font à nous autres clients, c'est-à-dire les différents forfaits qu'on vous propose, que ce soit dans les data Internet ou alors en matière de bonus, de crédit, de communication. Vraiment, il faut être tout à fait objectif et respecter la parole donnée pour qu'on se sente aussi un tout petit peu fier d'appartenir à tel ou tel opérateur. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce lundi. Bonne suite des programmes. Equinox Télévision, au-delà de l'image.